Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Nous sommes heureux avec Carole Blanc d'initier ce deuxième webinaire sur les grossesses chez les adolescentes dans le cadre d'un programme qui s'appelle Santé des adolescentes, initié par Action Santé Femmes. Alors Action Santé Femmes, c'est une ONG qui s'occupe de la santé, qui se préoccupe de la santé des femmes en France et dans le monde. Il y a globalement à peu près une action dans 10 pays, 50 missions en 2025, dans à peu près tous les gens, c'est à peu près 40 à 50 missions. Il y a 350 gynécologues et sages-femmes. Et nous intervenons dans quatre axes: éducation des jeunes, formation des professionnels de santé, notamment dans le domaine de la santé maternelle, des missions d'urgence lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un séisme, et puis aussi une action de défense des femmes, notamment des droits des femmes lorsqu'il y a des conséquences sur la santé. Alors, notre préoccupation, c'est évidemment la santé des femmes vulnérables, et il nous a semblé que les adolescentes étaient parfois, voire souvent, en grande vulnérabilité. Dans le monde entier, et avec des situations qui étaient également très complexes dans certaines situations, dans certains pays, sur le plan social, sur le plan psychologique et sur le plan médical. Alors la soirée va être divisée en deux parties. Une première partie à dimension plus médicale, dont j'aurai la chance de modérer cette première partie. Et Carole Blanc, notre binôme, le binôme, présentera la partie plus à dimension psychosociale. Alors d'emblée, pour présenter ce sujet, pour initier ce sujet, la question des grossesses chez les adolescents dans le monde et en France, données épidémiologiques. Carole Blanc, qui est chef de clinique à l'hôpital Trousseau, qui présentera cette première partie. Je vous rappelle que les questions sont posées par chat en bas et nous allons synthétiser ces questions pour les adresser à chacun des intervenants après les trois premiers exposés et on fera la même chose après la deuxième partie. Carole, c'est à toi. Bonsoir à tous. Oui, j'ai le plaisir de débuter ce webinaire en introduisant un petit peu ce sujet, donc de la grossesse chez les adolescents, donc dans le monde et en France. On va débuter avec un point épidémiologique, puis on va parler des problématiques principales qui peuvent en découler. Donc, tout d'abord, la définition de ce terme de grossesse précoce au niveau mondial défini par l'OMS, c'est une grossesse chez une fille pubère avant l'âge de ses 18 ans. Pour l'INSEE, en France, c'est une grossesse d'une mère avant l'année de ses 20 ans. Bon, ça change la question à un an près. Premier temps, nous allons faire un petit état des lieux de la situation actuelle dans le monde. Donc, les grossesses précoces concernent 21 millions de jeunes filles dans le monde de nos jours. Parmi ces 21 millions de grossesses, dans la moitié des cas, ce sont des grossesses non désirées qui vont aboutir dans 55% des cas à une interruption volontaire de grossesse. Cette interruption volontaire de grossesse, elle sera réalisée dans les pays de revenus faibles ou intermédiaires. Elles vont être réalisées dans des conditions dangereuses, non médicalisées. Et donc, dans 45% des cas, donc, la grossesse va être poursuivie et donc ces adolescents vont se retrouver mères dans un contexte social ou familial non adapté. Les grossesses précoces sont responsables de 70 000 décès par an liés à des complications de la grossesse ou de l'accouchement. Dans 9 cas sur 10, il s'agit de grossesses réalisées dans le cadre d'un mariage ou d'un concubinage. On peut alors se poser la question de la part de mariages arrangés ou non souhaités par ces jeunes filles mineures. Ainsi, dans le monde, comme rappel, un enfant sur 8 a subi des abus sexuels et une fille sur 20 de 15 à 19 ans a subi des rapports sexuels non consentis. Qu'en est-il alors en France? En France, tout d'abord, en rappel, en 2021, l'âge moyen des femmes au moment de leur premier enfant est de 29,1 ans, donc on est bien loin des 18 voire des 19 ans. Et comme on le voit sur ce graphique, l'âge moyen à l'accouchement pour le premier enfant est proportionnel au niveau de vie moyen du foyer, avec un delta de 3 ans environ entre les foyers de plus faibles revenus et de plus forts revenus. De façon plus précise, au niveau des grossesses précoces, ça concerne environ moins de 2% de l'ensemble des grossesses, plus précisément 1,7% en 2018. Ce taux est en légère diminution depuis une trentaine d'années, après une forte diminution dans les années 70-80, en parallèle de la légalisation du droit à l'avortement et à l'accès à la contraception médicalisée.
Au niveau des différentes régions françaises, les grossesses précoces sont plus fréquentes dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les départements du nord de la France. Et il s'agit dans 96% des cas d'une grossesse réalisée hors mariage versus 60% pour l'ensemble des grossesses. Et in fine, le nom donné à l'enfant sera dans 30% celui uniquement de la mère. Et alors qu'on est plutôt autour de 6% dans le cadre de l'ensemble des grossesses en France en 2018 de nouveau. Et 56% des enfants porteront uniquement le nom de leur père, alors que ce taux-là est de 82% dans le cadre de grossesses, voilà, dans le cadre de l'ensemble des grossesses. Ce qui peut aussi, ce qui nous laisse imaginer l'impact que peut avoir la charge de ces enfants par la suite et qui va en avoir la charge surtout par la suite. Donc, comme on le voit sur ce graphique, c'est juste pour revoir un petit peu au niveau de l'évolution sur les dernières années. Au niveau de la courbe continue verte, on a le nombre de naissances voilà, en France. En rond, on a le nombre de naissances en France métropolitaine. Et en rouge, on a la part, le pourcentage des grossesses précoces parmi ces grossesses-là. Voilà, avec en effet une forte augmentation voilà, en post-guerre, enfin, entre 60 et les années 80. Puis, c'est un taux qui n'a fait que descendre depuis. Petit point rapide au niveau des pères de moins de 20 ans. Cela représente 0,3% des naissances. Et c'est dans 64% des cas, c'est avec une mère qui est âgée également de moins de 20 ans. Et dans 98% des cas, ces enfants naissent hors mariage, mais seront reconnus dans leur père dans la grande majorité des cas, dans 87% des cas. On peut voir ce que ça donne en Europe et la France comparée aux autres pays européens. Donc, ce taux de grossesse précoce est légèrement inférieur à la moyenne européenne. Et on peut remarquer que parmi les pays de l'Europe de l'Ouest, c'est uniquement le Royaume-Uni, qui est du coup plus en Europe actuellement, mais qui est au-dessus de la moyenne européenne. Donc maintenant, on peut voir les enjeux de cette problématique qui sont multiples en France et surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et donc, on peut voir, du coup, on peut essayer d'imaginer comment on peut essayer d'améliorer la situation. Alors, tout d'abord, on peut essayer de limiter les complications de ces grossesses. Et c'est des grossesses qui, au niveau médical, peuvent mettre en jeu fréquemment le pronostic vital, voire le pronostic fonctionnel au niveau gynécologique, obstétrical, urinaire, digestif ou encore psychiatrique ces jeunes femmes. On peut essayer également de limiter les complications économiques et sociales avec le risque de déscolarisation post-accouchement ou de marginalisation des jeunes filles dans le cadre de grossesse hors mariage. Et par ailleurs, il y a d'autres leviers. On peut essayer de limiter directement les grossesses non désirées chez les adolescentes. Au niveau des enjeux médicaux, plus spécifiquement, dans le monde, 194 filles meurent des suites d'une grossesse tous les jours. Parmi ces 194 décès, 90% pourraient être évités. Et il s'agit de la deuxième cause de décès pour les filles de 15 à 19 ans dans le monde. En dehors des complications liées à une IVG hors milieu hospitalier ou médicalisé, il existe aussi un risque accru de complications obstétricales chez les mères très jeunes, avec un risque augmenté de prééclampsie, d'éclampsie ou encore d'infection du postpartum. Voilà, chez les mères âgées entre 10 et 19 ans versus les mères un petit peu plus âgées. Au niveau des enjeux sociaux maintenant, 58% des filles devenues mères ne retourneront pas à l'école après avoir eu un premier enfant. Nous avons parlé du risque de marginalisation dans le cadre de grossesse hors mariage ou concubinage. Et si la grossesse est dans le cadre d'une union officialisée, d'autres risques existent avec des risques de dépendance financière et sociale
et le risque ainsi de répéter le même schéma à la génération suivante par manque de moyens ou d'éducation. Ainsi, les actions qu'on peut mettre en place sont et qui sont mises en place actuellement par les aides internationales et nationales, et on va en voir plusieurs plus tard, sont de différents types. Tout d'abord, il est utile de réaliser des actions de sensibilisation et d'information des populations auprès des parents et des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Il est nécessaire également de mettre en place des actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des gouvernements et des autorités locales afin, entre autres, de renforcer les services de santé maternelle et infantile pour améliorer l'accès à une contraception efficace et, si besoin, à des IVG médicalisées. Par ailleurs, l'amélioration de l'accès à l'éducation et à l'emploi pour les filles et les femmes est également essentielle. Et dans ce cadre-là, donc ASF a mené et mène toujours différentes actions dans plusieurs zones dans le monde et en France également, bien sûr, afin de lutter contre ces inégalités. Et ce webinaire fait partie de ces actions mises en place, et nous vous remercions ainsi tous d'être présents ce soir et d'y participer à votre façon. Voilà, merci. Merci Carole pour cette présentation dense, très claire aussi et en fait évidemment assez inquiétante sur le plan international. J'imaginais pas qu'il y avait 200 morts par an liés à une grossesse chez les adolescentes. Donc je sais pas quel pourcentage par rapport à à la mortalité maternelle, ça va être le tiers, donc c'est extrêmement important, quoi. Bon, il y aura sûrement des questions tout à l'heure, donc on y reviendra, mais encore déjà merci pour cette présentation, Carole. Alors, deuxième intervention, quel déroulement des grossesses chez les adolescentes. Donc, c'est le docteur Amélie Benbara, qui est chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Jean Verdier de la PHP, qui est un service assez, je dirais, assez particulier. Particulier parce il y a une dimension extrêmement technique, avec une prise en charge de pointe dans le cadre de l'AMP, de le cadre de la cancérologie, notamment des cancers du sein, et puis d'autres pathologies. Et puis une implication et une sensibilité des problèmes sociaux. Donc voilà, c'est superbe. Et merci pour cette présentation, puis merci pour votre travail au quotidien. Donc, Amélie Benbar. Bonjour. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça se passe dans notre maternité pour l'accueil des femmes enceintes mineures adolescentes. Et j'ai choisi de vous décrire trois situations de patientes que j'ai suivies pendant leur grossesse, sont trois situations qui m'ont vraiment fort marquée. Trois jeunes femmes très différentes. Donc, la première, c'est Amandine. C'est la plus jeune patiente que j'ai été amenée à suivre. Elle avait 13 ans. Elle était issue de parents divorcés. Elle vivait avec sa mère et sa sœur. Et elle était en rupture, une une adolescence un peu difficile avec de nombreuses fugues. Elle était déscolarisée, elle aurait dû être en cinquième, et elle nous a été amenée à l'hôpital par la police qui l'a retrouvée dans un squat où elle vivait avec un homme d'origine indienne de 35 ans. Donc, elle a été hospitalisée immédiatement dans l'unité d'adolescentes du service de pédiatrie de l'hôpital. Et lors de cette hospitalisation a été découverte une grossesse d'un terme inférieur à 12 semaines d'aménorrhée, et Amandine a voulu poursuivre sa grossesse. Et donc, on s'est aperçu rapidement, puisqu'on nous l'a adressé pour le suivi, qu'elle avait un comportement extrêmement différent quand elle parlait à l'équipe de pédiatrie de l'unité d'adolescents et quand elle était, nous, reconnue comme une future mère dans notre unité. Donc, on l'avait mise en famille d'accueil. Les assistantes sociales s'en étaient beaucoup occupées et elle avait fugué pour retourner chez sa mère. Elle a repris au cours de la grossesse un contact avec sa mère. La grossesse, sur le plan médical, fut absolument sans aucune particularité. Et elle a accouché à 3,6 kg. Donc, elle est partie retourner chez sa mère après l'accouchement. Mais elle a fini par retourner quand même dans le squat à un moment. Donc, elle a continué à avoir un comportement difficile. Yasmina, c'est une autre jeune femme que j'avais suivie pour sa grossesse. Elle a un parcours de vie, là encore, assez particulier. Elle-même a été adoptée à la naissance. Son père est médecin, un médecin de notre secteur, et lui avait adopté 3 enfants. Donc, la particularité de la vie de Yasmina, c'est quand elle a eu 8 ans, sa mère adoptive qui l'avait adoptée a quitté la famille pour aller chanter dans le métro. Et le père s'est retrouvé à élever seul les 3 enfants qu'il avait adoptés. Et ces enfants dont Yasmina n'a eu plus aucun contact avec sa mère adoptive.
Donc, à 16 ans, elle nous a amenés par son père parce qu'elle est enceinte et on l'a vue plusieurs fois en consultation et elle a souhaité poursuivre la grossesse. Finalement, elle a fait une fausse couche spontanée précoce qu'elle a très mal vécue parce que cette grossesse était salvatrice sur le plan psychologique et elle a enchaîné sur une grossesse aussitôt après. Finalement, elle a accouché de son premier enfant à 17 ans. Sans travailler, complètement élevée par. Enfin, elle a continué à vivre chez son père, qui était les seules ressources de la famille. Et elle a enchaîné 3 grossesses, 3 enfants avant 20 ans. Et donc, avec son petit ami, ils sont logés par le père de Yasmina. Et ils ont un parcours social difficile. Et la dernière, c'est Georgia, qui est une jeune fille de 15 ans, qui a consulté aux urgences avec sa mère. Sa mère avait 39 ans. Sa mère avait déjà 13 enfants, était déjà grand-mère 3 fois. C'était un mariage traditionnel. Georgia a été mariée. Et donc, c'était des gens du voyage plus ou moins sédentarisés. Ils vivent tous ensemble, toutes générations confondues. Georgia n'est jamais allée à l'école. La grossesse n'a posé aucun problème de suivi, d'acceptation, de parentalité. Elle est venue en consultation toujours soit avec sa mère, soit avec sa tante. C'était dans l'ordre de choses. Cet enfant était attendu et accueilli. Ce sont 3 situations réelles, hein, c'est même pas caricaturé. Et donc, ça me permet de rebondir sur l'étude de Marcelli qui a décrit 3 profils qu'on retrouve finalement chez ces 3 adolescentes. Et donc, on a les grossesses qu'on dit culturelles, donc qui sont les grossesses qui permettent de rassurer la jeune femme sur sa capacité de procréation et permettent d'accéder à la fonction maternelle. C'est un rituel de passage de l'enfance au monde adulte. Ce sont des grossesses souvent très simples qu'on retrouve plus souvent chez les femmes d'origine africaine ou chez les femmes du voyage. Et donc, ça correspond, j'ai l'impression, plutôt à Georgia. On a les grossesses qu'on appelle misérables. L'enfant est là pour combler les carences de l'enfance. Il vient compenser les angoisses dépressives et le sentiment d'abandon. Et cette survenue de grossesse est liée à une mauvaise estime de soi. On essaie de se rassurer par l'existence de cet enfant et ça ressemble beaucoup à la grossesse de Yasmina. Et vous avez enfin le dernier type de grossesse qui sont les grossesses prises de risque ou les grossesses dites violentes avec des adolescentes qui recourent souvent à des attaques directes à leur corps. Ce sont les mêmes adolescentes qui peuvent manifester leurs troubles par des troubles alimentaires, par des tentatives de suicide ou par ces grossesses très précoces. Et donc, on a un lien qui est observé avec une tentative de suicide avant ou pendant la grossesse. Alors, la grossesse, les caractéristiques médicales des grossesses chez les précoces, chez les adolescentes. Donc, dans la plupart des études, on retrouve un risque accru de complications. Donc, les accouchements prématurés ou les petits poids de naissance. Dans les études anglo-saxonnes, vous savez qu'on ne fait pas bien la différence entre la prématurité et le retard de croissance. Donc, c'est difficile à interpréter. Néanmoins, on retrouve à la fois des accouchements prématurés et à la fois des retards de croissance. Et on a plus de morts in utero, plus de morts néonatales. Et ça, malgré l'ajustement des caractéristiques socio-économiques, donc c'est lié quand même juste à la grossesse adolescente. Le risque de complications de type éclampsie, pré-éclampsie est différent selon les études. Donc, on retrouve un lien avec un risque augmenté dans la plupart des études pour l'éclampsie ou la pré-éclampsie. Néanmoins, dans l'étude que nous avions publiée en 2014, nous n'avions pas retrouvé ce lien, cette association. Est-ce que c'était lié à une prise en charge spécifique de notre maternité ou tout simplement un hasard de l'étude? Donc, l'augmentation de durée d'accouchement prématuré, je vous dis qu'il est retrouvé quand même de façon assez reproductive dans la plupart des études, de fœtus petits pour l'âge gestationnel, de petits poids de naissance, et notamment, c'est augmenté par les plus jeunes adolescentes quand on ne sait pas l'âge 14-16, enfin moins de 16 ans, 16-18 ou plus de 10. Alors, est-ce que c'est lié à l'immaturité physiologique du corps de la jeune mère ou à des suivis médicaux, souvent dans la clandestinité, puisqu'on observe beaucoup moins de consultations de suivi et des suivis beaucoup plus tardifs chez ces futures mamans? Comment prendre en charge une adolescente enceinte? Alors, le plus important est déjà de faire le diagnostic de cette grossesse. Il faut le faire le plus précocement possible. Et donc, pour nous, il faut toujours y penser chez toutes les adolescentes, même celles, bien sûr, qui disent ne pas avoir de sexualité. Donc, ça, nous, on le sait pour les grossesses extra-utérines, mais pour les adolescentes, pensez toujours à la grossesse, quels que soient les symptômes. Et donc, ça, il faut que les médecins traitants, les médecins de PMI, les infirmières scolaires, les enseignants, les profs de collège, de lycée, soient tous très vigilants car la grossesse peut se manifester par des symptômes parfois complètement dissociés de diagnostic de grossesse. Et donc, une fois que vous avez diagnostiqué cette grossesse, il faut l'adresser le plus rapidement possible à une équipe habituée à cette prise en charge, car c'est ce qui est recommandé. Et donc, il faut rapidement investir l'adolescente et la faire participer pour la rendre actrice de cette grossesse.
Il faut lui expliquer bien sûr toutes les options assez tôt pour rester dans les délais, donc l'IVG, toutes les notions d'aide à la parentalité, parler bien sûr du futur père ou de l'existence d'un éventuel père, les possibilités d'adoption, d'accouchement sous IVI, de placement, etc. Et toujours dans un abord calme et non répressif, avec un climat de confiance qui est indispensable au bon suivi de la grossesse. Et vous avez vu que les jeunes femmes ne sont pas du tout pareilles quand nous les considérons comme des futures mères et comme des personnes responsables, comme Amandine qui avait un comportement complètement dissocié quand elle était chez les adolescentes où elle se comportait comme une enfant en rébellion, et quand elle était chez nous, vraiment elle était responsable, raisonnable, parce qu'on la mettait dans ce rôle de future mère. Ne pas oublier de dépister les abus sexuels, notamment intrafamiliaux, qui malheureusement ne sont pas rares chez ces grossesses précoces. La prise en charge se doit d'être pluridisciplinaire, avec un obstétricien sensibilisé à la prise en charge des adolescentes ou les sages-femmes habituées. Un suivi psychologique initié précocement, là encore, par des pédopsychiatres spécialistes en parentalité et des psychologues spécialisés en parentalité pour éviter le risque de maltraitance de la future mère envers son enfant. Évidemment, il faut bien sûr également organiser une rencontre dès le début avec les assistantes sociales, proposer le centre parental donc, qui existe en France dès la période prénatale et jusqu'aux 3 ans de l'enfant, avec, on a expliqué tout à l'heure, avec des femmes, des centres parentaux qui, certains accueillent des femmes mineures en plus des femmes majeures. Et puis, bien sûr, insister sur la poursuite de la scolarité, qui est un critère essentiel de la réussite de ce début de parentalité, avec des scolarisations fréquentes et donc de se faire aider du service d'accompagnement des mères lycéennes qui ont bien l'habitude et des centres de parentalité. Nous travaillons, nous, beaucoup dans notre équipe, et je pense que c'est recommandé avec les pédiatres de l'adolescence, parce que cette jonction chez ces jeunes mères est parfois un peu difficile, et que nous avons l'habitude d'avoir des mères plus matures, et les pédiatres de l'adolescence, malgré tout, ont bien l'habitude et peuvent nous aider, et que nous avons souvent recours à cette hospitalisation courte en unité de pédiatrie de l'adolescence pour permettre, au moment du diagnostic de grossesse, parfois une rupture avec les milieux familiaux qui sont parfois assez violents, assez difficiles, et donc nous travaillons beaucoup avec les pédiatres de l'adolescence. Tous nos dossiers de mères mineures sont présentés au staff médico-psychosocial afin de travailler le dossier en amont, donc c'est chaque mois, afin que toute l'équipe médico-psychosociale soit avisée et participante. Donc, que ce soit la sage-femme responsable du staff, notre sage-femme de parentalité, les puéricultrices de secteur pour le retour à domicile des futures mamans, les sages-femmes de PMI, les AS de secteur. Et nous construisons tout un maillage dense autour de cette maman et pour organiser au mieux l'accueil du bébé. S'il est possible de rencontrer le père de l'enfant, les parents de l'enfant, l'éducateur, le tuteur, bien évidemment, nous mettons tout en œuvre pour solidifier la prise en charge. Quelques petites particularités administratives et légales. Donc, cette femme mineure, elle reste sous l'autorité parentale de ses parents jusqu'à sa majorité, même lorsqu'elle a un enfant. Donc, il faut bien préciser que la grossesse et la maternité ne l'émancipent pas pour elle, sa propre santé. Donc, les parents ont encore l'obligation d'héberger leur fille enceinte mineure. Donc, ça c'est quand même un argument fort. Mais elle, même si elle est mineure, quand son enfant va naître, elle sera tout à fait responsable de toutes les décisions concernant cet enfant. Et elle aura l'autorité pleine et entière sur son enfant. Donc, c'est un peu dichotomique, mais c'est important à connaître. Et vous devez néanmoins vous charger d'obtenir l'autorisation parentale, l'autorisation de soins auprès des titulaires, des détenteurs de l'autorité parentale le plus tôt possible. C'est vraiment ce qui est recommandé. Vous avez quand même, bien sûr, pour les personnes qui suivent des patientes mineures, on sait qu'il existe tout de même une petite fenêtre ouverte dans la loi lorsque la jeune femme mineure refuse absolument qu'on avise ses parents ou les titulaires de l'autorité, et qu'on sait que si on les abuse, on risque de perdre tout contrôle sur la santé de cette femme, et on a le droit dans ces cas-là, après avoir avisé soit le procureur, soit le directeur de l'hôpital, pour des actions de prévention, de dépistage, de diagnostic ou d'intervention, on a le droit d'outrepasser cette obligation d'obtenir une autorisation de soins.
Alors, les particularités médicales du suivi, donc une prise en charge diététique importante. Hein, ce sont les jeunes adolescentes mangent mal, très mal à cet âge. Elles ont souvent des carences vitaminiques qu'il faut compenser au plus tôt. Donc, bien sûr, mettre en place de l'acide folique quand vous les avez au premier trimestre, ce qui est néanmoins exceptionnel. Et puis, bien sûr, un traitement martial pour éviter l'anémie. Il faut dépister les addictions qui sont fréquentes à cet âge-là. Le tabac, bien évidemment, est très, très fréquent, mais également des problèmes d'alcool et de drogue. Dépister les IST, il s'agit de patients qui ont souvent des partenaires multiples, des rapports non protégés et il n'est pas du tout rare de dépister toutes sortes d'IST. Et donc, il faut mettre en place bien sûr des barrières, des méthodes barrières pour éviter la récidive. Et alors, une particularité des femmes enceintes mineures et des adolescentes, c'est qu'elles n'évoluent pas du tout dans un milieu où leurs amies sont enceintes, leurs copines, leurs sœurs en même temps qu'elles. Elles sont très isolées et qu'elles ne vont pas avoir entendu parler de préparation à l'accouchement. Il faut donc assez tôt mettre en place une préparation à l'accouchement personnalisée avec une sage-femme en individuel. Elles ne vont pas être à l'aise dans un groupe de femmes plus vieilles, elles ne vont pas oser poser des questions et elles n'ont personne à qui en parler autour d'elles. Alors, une particularité de la prise en charge ensuite de couches, observation très importante de la relation mère-enfant, parce qu'il y a quand même un risque non négligeable de maltraitance auprès de ces enfants issus de grossesse précoce. On a une difficulté de l'apparition de la préoccupation primaire à la maternité. Les femmes mineures peuvent être plus intéressées par leur téléphone portable, par la télévision, et elles vont avoir au début parfois ce petit défaut de jouer à la poupée. Et elles vont inverser, surtout dans le type de grossesse dont je vous ai parlé au début, de la grossesse pour compenser des carences affectives de l'enfance. Elles vont transposer ce manque auprès de leur bébé, elles vont désirer être l'objet d'amour de leur bébé et avoir un risque de maltraitance si le bébé ne se soumet pas à ce désir d'amour. Évidemment, bien vérifier sur le plan social que la mère est au courant de ses droits et de tous les supports éducatifs et financiers disponibles. Donc, dans les maternités, bon, les assistantes sociales sont une denrée rare, mais les assistantes sociales de maternité connaissent tout ça très bien. Et donc, elles connaissent notamment tous les liens associatifs auxquels adresser les jeunes femmes. Mettre en place une sage-femme à domicile au début pour vérifier les bons soins auprès de l'enfant et surtout la construction de cette relation mère-enfant et de la parentalité. Et puis une contraception efficace puisque les grossesses rapprochées ne sont pas rares chez les mineurs, comme pour Yasmina qui a eu 3 enfants avant 20 ans. Donc, ce qu'il faut retenir de suivi de grossesse, toujours y penser pour améliorer la précocité du suivi. Mettre en place une prise en charge multidisciplinaire, on ne peut pas y arriver seul, donc médico, psychosocial. Et puis, dans les particularités, augmentation des enfants prématurés et des petits poids de naissance. Voilà quelques références et je vous remercie de votre attention. Euh, on a été très attentifs, en effet. C'était très intéressant, passionnant et très riche. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont être soulevées par cette présentation, notamment sur les solutions, bah, en tenant compte de tous les besoins qui ont été exprimés sur le plan médico, psychosocial. Alors, docteur Martin Massénas va nous parler de quel accouchement dans cette situation. Alors là, c'est aussi extrêmement intéressant parce que le docteur Martin Masséna est un docteur jeune chef de clinique également, qui travaille à Marseille, dans l'hôpital universitaire de Marseille, dans le service du professeur Florence Bretel, qui est aussi très sensibilisée sur le sujet. Et comme vous le savez, quand on est un jeune gynécologue obstétricien, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'opérer. Et tous, on a voulu opérer, faire des actes, faire des accouchements plus ou moins compliqués. Donc il y a toujours cette envie d'être technique et d'avoir un gynécologue obstétricien euh, qui est jeune finalement dans sa carrière, qui se préoccupe de cette dimension sociale. Ben, écoutez, chapeau. Et donc c'est une bonne perspective pour, comme le demandait tout à l'heure Amélie Benbara, il faut des gynécologues obstétriciens motivés et qui ont l'expérience et la connaissance et la sensibilité. Et donc c'est le cas de notre ami Martin Masséna. Je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et aussi pour cette invitation. Je vous en remercie encore. Donc, je vais vous partager mon PPT sur le champ. Et donc, comme vous avez très bien dit, donc moi, ma partie.
Vous le voyez déjà pour commencer? Oui. Oui, parfait. Parfait. Donc moi, ma partie, donc c'est donc l'accouchement de l'adolescente. Donc j'ai essayé, pour ma part, plutôt de faire des constatations à partir de données bibliographiques pour donner un petit peu des généralités. On pourra discuter après dans les questions de pourquoi ces constatations-là et toutes ces particularités chez l'adolescente. Je trouvais ça compliqué de donner une conduite à tenir globale parce qu'on comprend hein, que chez ces jeunes patientes, tout est spécifique et chaque situation est différente pour les unes et pour les autres. Donc moi, j'ai articulé mon sommaire sous forme de questions. Donc on est toujours dans l'accouchement, hein. Donc ma première question, c'était où accouchent ces jeunes femmes? Et donc ça, j'avais trouvé une étude d'ailleurs auquel participait le docteur Ben Barra, je pense, l'étude de Debras sur une cohorte de patientes en Seine-Saint-Denis. Et cette étude avait identifié qu'en fait, il y avait une proportion plus importante de ces jeunes femmes, ces jeunes adolescentes, qui accouchaient hors maternité. Donc on peut comprendre l'impératif que quand même ces patientes accouchent en maternité pour pouvoir bénéficier de tous les soins et de toute l'équipe médico-psychosociale. Ensuite, la question c'était aussi quand, et comme ça a été aussi souligné dans le topo d'avant, hein, c'est des patientes qui sont plus à risque d'accouchement prématuré. Donc quand je dis quand, hein, c'est surtout les termes d'accouchement de ces patientes. Et là encore, la littérature est plutôt riche hein, et nous informe que donc effectivement, de manière significative, on retrouve plus d'accouchements avant 37 semaines. Ce qui est intéressant hein, de souligner, c'est que chez les populations adolescentes, les études fonctionnent surtout en sous-groupe et on observe que la prématurité augmente, le risque de prématurité augmente quand on est sur des âges extrêmes, on va dire, dans l'adolescence. Donc, cette étude canadienne donc, qui mettait en évidence de manière aussi intéressante qu'il y avait surtout plus d'accouchements avant 32 semaines, donc de grande prématurité, et ça de manière significative. De la même manière, une étude américaine montrait là de manière vraiment, de manière très importante, plus ça diminuait, plus le risque relatif d'accouchement prématuré se majorait jusqu'à 2,11 hein, dans la population de 11-14 ans. Bon, là, on est plutôt sur des populations pédiatriques, mais c'était surtout pour mettre en évidence que au-delà de l'augmentation du taux global d'accouchement avant 37 semaines chez les adolescentes, on note que ce risque d'accouchement prématuré, il augmente lorsque l'âge de l'adolescente, lui, va plutôt diminuer, et que le risque d'accouchement, il y a aussi un risque de grande prématurité et on sait que du coup qui peut être source de morbimortalité pour l'enfant à venir. Donc identifier ces situations-là, c'est vraiment très important. Donc ensuite, le nerf de la guerre, j'ai envie de dire concernant l'accouchement, c'est comment elles accouchent. Et là, j'ai fait un petit sous-sommaire, je dirais, qui va s'articuler autour de donc l'analgésie hein, ou pas hein, chez ces patientes adolescentes. La voie d'accouchement, donc bien entendu césarienne versus voie basse. En cas de voie basse, le taux d'extraction instrumentale, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, on verra bien ça. Et enfin, les complications dues à cet accouchement, puisque pendant longtemps, l'adage a été que l'adolescente accouchait globalement bien, avec un taux plus faible d'extraction et de césarienne. On va voir que oui, c'est le cas, mais qu'il y a certaines nuances à prendre en compte afin de ne pas se faire surprendre, je pense. Donc pour la première partie concernant l'analgésie, globalement, ce qu'on retrouve, hein, c'est que il y a une sous-utilisation de l'analgésie péridurale chez les patientes adolescentes. On retrouvait alors, je vais mettre mon petit pointeur laser, je m'excuse. On retrouvait cette particularité dans l'étude avec l'identification de différents profils dont nous a déjà parlé le docteur Ben Barra, où on trouvait chez les patientes du profil A, qui étaient justement les patientes issues potentiellement originaires d'Europe de l'Est et plus précisément de Roumanie, donc de la communauté des gens du voyage, qui étaient des patientes qui affluaient essentiellement par voie basse et qui avaient uniquement 20% d'utilisation de la péridurale. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect un petit peu culturel dans l'absence d'analgésie. Et de la même manière, dans l'étude de Fleming, l'étude canadienne, une utilisation moins importante de la péridurale. Donc, globalement, moins d'utilisation d'une analgésie péridurale chez cette population adolescente. Pour ce qui est de la voie d'accouchement, donc là on a pléthore hein, de données à analyser. On retrouvera que globalement les adolescentes accouchent plus souvent par voie basse. Ce qu'on pourra noter, c'est que le taux de césarienne est effectivement moins important dans ces populations, mais qu'il y a quand même une variabilité en fonction de l'âge, encore une fois, avec un taux qui a tendance quand même à augmenter sur les populations d'âge extrême, on dira. Et on notera par contre
un degré plus important de césarienne en urgence chez ces populations adolescentes et on verra que certaines indications peuvent faire ressortir encore une fois les particularités de l'accouchement de l'adolescente. Hop, je suis allé un petit peu vite, pardon. Puisque là, on notera que globalement, le taux d'accouchement par césarienne est effectivement plus faible hein, chez les adolescentes, mais qu'il a tendance à remonter quand on a moins de 15 ans, puisque dans cet article du BJOG, le taux de césarienne est à 28% chez la moins de 15 ans et il s'égalise, voire il dépasse hein, le taux de césarienne chez une population adulte, alors que prétendument, le taux de césarienne chez les adolescentes est moins important. Dans l'étude de Fleming qu'on a déjà citée, ils identifiaient par contre un taux de césarienne en urgence plus important, avec un risque relatif à 1,31 chez les adolescentes, et ils s'attachaient notamment à identifier les indications de ces césariennes en urgence, et ils ressortaient deux causes, deux indications plus importantes chez les adolescentes dans le cas des césariennes en urgence, qui étaient la césarienne pour échec d'extraction ou pour non-progression ou stagnation de la dilatation. Donc ça pourrait traduire peut-être que dans le cadre de ces accouchements qui sont pré- prétendus eutoxiques, en cas d'accouchement, enfin en cas de travail un petit peu prolongé, il y aurait peut-être une fatigabilité de la jeune femme qui pourrait expliquer que ben, en cas de travail prolongé, on se retrouve avec un taux plus important de césarienne en urgence, échec d'extraction ou pour stagnation de la dilatation. Donc c'était important d'identifier ça selon moi. Concernant les extractions instrumentales, globalement, il n'y a pas trop de débat, hein, il y a moins d'extractions instrumentales. Encore une fois, une influence de l'âge hein, sur le risque relatif, puisque dans les différentes études, on retrouve effectivement un taux moins important d'accouchement, d'extraction. Mais encore une fois, dans les âges un peu extrêmes, le taux a tendance un petit peu à remonter et à retrouver celui d'une population adulte. Donc, après les voies d'accouchement et les différentes et le taux d'extraction, je me suis centré sur les complications. D'abord, les complications maternelles, effectivement. Donc, dans les grandes complications qu'on pourrait noter, je vais surtout parler de l'hémorragie du postpartum, où on retrouvera globalement une diminution hein, du taux d'hémorragie du postpartum immédiat dans les populations adolescentes. En revanche, on va noter, hein, quelles que soient les études, une augmentation des complications infectieuses, que ce soit chorioamniotite ou infection intra-utérine et endométrite du postpartum. La cause, on va peut-être en discuter dans les questions. Peut-être que c'est ce qu'a notifié aussi le docteur Benbara, plus d'IST, peut-être une immaturité du système immunitaire. Bon, ça reste à prouver. Par ailleurs, on identifie un temps d'hospitalisation ensuite de couche qui est plus long et on comprend pourquoi hein, quand on a écouté le topo du docteur Benbara, puisqu'il faut mettre en place tout ce lien psychosocial. Mais aussi, on va voir que pour d'autres raisons. Et on notera moins de lésions obstétricales du sphincter anal. Ça, pour en discuter, on peut dire que c'est peut-être le fait aussi de plus petits poids de naissance et du coup de moins d'extraction, donc moins de LOSA, ça paraît aussi logique. Il est intéressant de notifier pour les hémorragies du postpartum immédiat, même s'il y avait a priori moins d'hémorragie du postpartum. On retrouvait en revanche un taux d'hémoglobine globalement moins important en postpartum chez les adolescentes, mais aussi en prépartum. Donc ça nous faisait souligner peut-être qu'il y a des fois des suivis un peu plus erratiques, des carences dans les complémentations, notamment en fer. Et aussi, on notait plus de transfusions chez les adolescentes en postpartum, alors que les taux d'hémoglobine étaient toujours en dessus hein, du seuil transfusionnel, donc peut-être aussi une tolérance moindre hein, de l'adolescente à l'anémie du postpartum. Et ensuite, je me suis attardé sur les complications néonatales. Enfin, je m'y suis pas trop attardé puisque ça fait surtout le lien avec le topo suivant, hein, sur le devenir des enfants notamment, mais aussi de ces mères adolescentes. Et quand on regarde hein, les études de manière un petit peu brute, hein, on retrouve une augmentation globale hein, de la morbimortalité concernant les enfants qui sont nés d'une mère adolescente. D'une part, parce que, on l'a dit précédemment, plus de petits poids de naissance, plus de détresse respiratoire, une mortalité néonatale qui a augmenté, et aussi dans la première année de vie. Donc tout ça fait ressortir l'intérêt hein, d'une hospitalisation plus longue ensuite de couche, encore une fois pour observer le lien mère-enfant, essayer de le renforcer, s'assurer que tous les soutiens, les aides sont mis en place et suivre ses enfants, mais pas seulement, aussi ses mamans de près. Et je terminerai avec, pour ce qui est de l'accouchement, avec la présence, hein, puisque avec qui ces patientes accouchent, c'est intéressant de se poser la question.
Je pense qu'effectivement, le conjoint, s'il est présent, a toute sa place. Bon, une fois qu'on aura effectivement éliminé l'absence de violence, bon, ça, c'est pas propre à l'adolescente, mais c'est propre à toute patiente qui accouche, mais c'est peut-être un petit peu plus dans ces situations-là, puisque comme nous l'avons dit précédemment, c'est des situations qui sont plus délicates sur ce plan-là. Et une présence de la famille, hein, puisque c'est particulièrement le cas à Marseille et j'imagine autre part, puisque nous, les accouchements d'adolescentes qu'on peut avoir au CHU de la Conception, un bon nombre sont issus de sociétés assez coutumières, hein, que ce soit africaines, gitanes ou maghrébines. Et donc l'enfantement, hein, ça a été dit précédemment, dans ce cas est vachement valorisant. La présence de la famille sera donc importante. Et cet aspect culturel, encore une fois, est bien évidemment important à prendre en compte dans la prise en charge, mais il y aura toujours, hein, cette réflexion médico-psychosociale qui restera essentielle, qui sera au centre de la prise en charge de ces patientes et de leurs enfants à venir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je n'ai pas trop insisté sur les aspects, on va dire, légaux, hein, de l'encadrement de l'accouchement de l'adolescente, puisque ça a déjà été très bien décrit par le docteur Benbara précédemment, mais peut-être qu'on pourra discuter après dans les questions de comment encadrer ça avec des protocoles de service ou avec des circuits déjà prédéfinis. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Massina. Intervention extrêmement claire aussi, précise, et qui témoigne d'une particularité quand même des accouchements et peut-être d'une fragilité de ces enfants, une morbide mortalité de ces enfants. Donc c'est très intéressant d'avoir ces trois présentations complémentaires en quelque sorte. Alors, il y a un certain nombre de questions et que je vais leur apporter. D'abord, une question technique, c'est est-ce qu'on pourra profiter des slides, des diapositives? Alors, pour vous rassurer toutes, donc il y a un replay qui va être diffusé dans à peu près une dizaine de jours, qui sera adressé à l'ensemble des 1200 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, qui témoigne d'un intérêt extrêmement important. En général, un webinaire, c'est 300 inscrits, là, il y a 1200 personnes qui sont inscrites. Alors, il y avait une question sur, voilà, lorsqu'une patiente est finalement placée, une jeune fille, une jeune femme est placée en foyer par un juge, qu'en est-il pour le nouveau-né? Donc, c'est peut-être une question pour Amélie Benbar. C'est une question très technique, merci. Je pense que ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la maman reste détentrice pleine de l'autorité parentale sur son enfant et elle va être soumise, comme toute mère détentrice de l'autorité parentale, à toutes les mêmes conditions. Est-ce qu'elle est à même, elle, d'élever son enfant? La plupart des foyers, comme on a vu, acceptent les enfants jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ce qui est D'accord. très bien, très sage, puisque c'est quand même la période où on peut avoir observé un peu la capacité de cette mère, de cette jeune mère à prendre en charge et éduquer son enfant. Donc, je pense que ça ne change pas ce que j'ai dit, c'est qu'elle reste bien sûr détentrice, comme toute mère adulte, puisqu'elle est émancipée par cette maternité. D'accord. Il y avait une autre question sur les foyers parentaux. Est-ce qu'il y a un nombre qui est suffisant? Comment donc vous êtes confronté à cette situation finalement d'accompagnement de ces jeunes femmes? Est-ce que vous avez une difficulté dans les établissements ou pas trop en fait? Alors, moi, j'ai l'impression que les mères mineures, elles sont un peu prioritaires, en fait, et qu'on arrive tout de même, nos assistantes sociales se battent, et que toutes les adolescentes ont une place un petit peu à part dans le cœur de tout le monde, et qu'on arrive quand même à trouver, nous, on a un assez bon réseau, en fait, entre Paris et la Seine-Saint-Denis. On a des maisons d'accueil, on en a une à Bobigny, on a une à Bondy, et on arrive à trouver chez ces jeunes mères mineures des foyers parentaux tout en privilégiant bien sûr également le lien avec la famille. Hein. La plupart, n'oublions pas ce que j'ai dit, les parents restent responsables de leur fille mineure et sont censés la loger et s'en occuper. Donc le foyer n'est censé arriver qu'en deuxième position. Alors, c'est une question un peu personnelle. Euh, est-ce que, de manière un peu générale, ce qui n'est pas une bonne idée, mais bon, comment la famille accueille au total? C'est-à-dire au début, peut-être qu'il y a une situation un peu complexe, et au total, est-ce qu'il y a une acceptation par la famille le plus souvent ou c'est extrêmement complexe? Alors il y a autant de situations que de jeunes femmes enceintes. Hein. Les Non, je trois parle pas du quarts premier cas. Non, c'est le premier cas, grossesse usuelle, culturelle.
Mais dans les autres situations, Dans les autres situations, je pense qu'il y a un instant de sidération, comme pour toute annonce, hein, comme pour une annonce de cancer, il y a l'instant de sidération. La ouais, famille est soumise à l'instant de sidération, de rejet. Et ouais. c'est souvent pour ça que ces jeunes femmes tardent tant à le dire parce qu'elles sont persuadées qu'elles vont être exclues de tout le cercle familial, de tout. Elles ont entendu des choses. Et en réalité, cet instant de sidération passé, il y a une réappropriation justement du fait que la jeune fille est finalement n'est plus une enfant, hein, parce que pour une mère, enfin, pour les parents, c'est leur enfant jusqu'au bout. Et puis Mhm. voilà, on plonge un peu vite dans le fait, bah, l'adolescence ce n'est plus une enfant, et elles finissent les choses finissent par vraiment s'arranger, et c'est pour ça que c'est bien diagnostiqué tôt. Hein. La grossesse dure 9 mois. On sait tous que c'est pas un trop. C'est pas un trop. Et chez ces jeunes femmes qui ont des diagnostics assez tard, il faut profiter de tout ce temps qui nous reste pour faire grandir tout le monde et avancer tout le monde Mhm. sur la grossesse. Merci. Alors, il y avait aussi une autre question sur la maltraitance infantile. Est-ce qu'elle est plus importante? Alors peut-être pour Martin plutôt, Ouais, non? peut-être pour Martin, oui. Ça partait plus des Il y avait nouveau-nés. une autre question pour Martin aussi, mais je la poserai après, hein. Alors c'est vrai que pour la maltraitance infantile, je dirais que j'ai pas poussé le suivi des patientes jusqu'au suivi pédiatrique, on va dire, mais pour ce qui est Ouais. constaté ensuite de couches, globalement, généralement, moi je trouve que le lien mère-enfant est le plus souvent bon. Alors après, il y a toujours des différences socio-démographiques et culturelles, hein, comme ça a été notifié. Quand la grossesse est acceptée sur le plan de la famille, je trouve qu'on se retrouve souvent avec des jeunes mamans qui sont dans leur rôle, hein, dans leur maternité. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas eu le souvenir de constater des violences. Après, j'imagine peut-être que dans des situations sociales très compliquées, par définition, plus tard, j'imagine qu'il doit avoir une fréquence qui doit être augmentée, mais plus par le facteur social que par l'accouchement de l'adolescente, qui sont intimement liés, hein, je dirais. D'accord. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a une dimension sociale, évidemment. Alors, il y avait une autre question un peu plus technique. Est-ce que vous pensez que ce serait bénéfique de faire un pelvis scanner chez les jeunes qui ont moins de 15 ans? Bah, c'est une très bonne question et j'avoue que c'est une question auquel je me suis un peu intéressé parce que moi j'ai fait un M2 d'anthropologie médico-légale et bah, c'est sûr que quand on fait attention un peu aux trajectoires ontogéniques, hein, notamment du bassin féminin, on peut se poser la question vraiment je pense sur des âges extrêmes effectivement et notamment moins de 15 ans. La question peut se poser. Après, ça reste aussi à prendre en compte avec les autres données anthropométriques, hein. Si on a une patiente qui a 14 ans et qui fait 1,45 m, à ce moment-là, pourquoi pas? Mais bon, c'est quand même pas recommandé. Déjà, chez une femme adulte d'1,45 m, on n'ira pas forcément la réaliser. Je pense qu'il faut rester clinique, examen du bassin, et après, l'épreuve du bassin fera le reste, hein, et sera faite en ce sens. Je pense pas qu'il faut radicaliser des prises en charge en disant, bon, ben, toute patiente de moins de 15 ans, il faut lui faire un pelvis scanner, ou alors toute patiente de moins d'1,50 m, il faut en faire un. Mais je pense que ça peut venir étayer un examen clinique où on trouve un bassin rétréci, pourquoi pas, une discussion en staff. Ça coûte rien, mais pas le généraliser de manière systématique. Oui, moi je suis assez d'accord, on va dire. Il y a aussi enfin, il y a énormément de questions, on va dire. C'est assez incroyable. Mais il y a une question, par exemple, sur le déni de grossesse. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de déni de grossesse dans ce contexte-là que globalement, dans la population majeure, si on peut dire, ou non? Je dirais que disons que les situations de déni de grossesse chez la patiente, la patiente adolescente, elles sont caractéristiques. Donc c'est celle dont on se souvient. Voilà, c'est la jeune fille qui arrive, qui s'y attendait pas et ça tombe comme une bombe nucléaire. Et au début, comme le disait le docteur Benbarra, quand c'est pas, elles ont l'impression qu'elles vont être jugées, qu'elles vont être abandonnées. Et donc on s'en souvient toujours quand on fait le diagnostic là. Mais en termes de fréquence. Je serais pas, je serais pas vous dire. Dans ma constatation personnelle, non, j'ai pas constaté plus de déni de grossesse chez les patientes adolescentes. Après, bon, le déni, c'est un diagnostic qui est difficile. Il y a souvent des variabilités, déni depuis quand, ou quand est-ce qu'on voit les patientes, à quel moment du terme de la grossesse. Donc, j'avoue que je botterais un peu en touche et je dirais que j'ai pas constaté ça, mais que peut-être. D'accord. Alors, il y avait aussi, oui, moi, en fait, de ma microscopique expérience, non, moi, j'ai pas d'expérience de déni de grossesse. Non, j'ai vu chez les femmes adultes où on découvrait
une tumeur pelvienne qui était en fait une femme qui est en train d'accoucher, quoi. Mais autrement, des situations chez les jeunes, non. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler dans les maternités où il y avait cette prise en charge de donner une grossesse. Ça doit exister, mais donc j'ai l'impression que c'est pas la majorité des cas. Alors, il y avait aussi deux questions. Une, d'abord, sur le rôle d'Action Santé Femmes dans les actions d'information et de sensibilisation au niveau des espaces santé jeunes de l'Hôtel Dieu. Ben, on est à votre disposition. Donc, si vous souhaitez qu'on y contribue, nous, on intervient dans on a beaucoup de séances d'éducation, éducatives en France pour les femmes en situation de vulnérabilité, de grande précarité dans toute la France, dans une dizaine de villes, avec notamment les épiceries solidaires, hein. Donc, je ferme la parenthèse, mais on est à votre disposition. Euh, Autre question sur... Ah oui, la préparation à l'accouchement. C'est vrai que c'est un vrai sujet, ça. Et comment vous faites? En réalité, est-ce que c'est vraiment possible? Comment c'est... Du coup, on fait la préparation à l'accouchement avec une sage-femme en individuel, c'est-à-dire que Ah, notre ok. sage-femme, elle va avoir les séances avec une sage-femme. Alors, je ne sais pas si vous arrivez encore à organiser des vrais groupes de préparation à l'accouchement actuellement. Nous, on n'a pas tout à fait assez de sages-femmes, donc on les Mhm. adresse souvent en ville, D'accord. mais on va faire une préparation, pas dans le groupe avec tout le monde, et on va surtout ne pas l'oublier. On ne va pas lâcher, comme on dit aux dames, allez prendre rendez-vous pour votre préparation avec votre sage-femme de ville, etc. Là, bien évidemment, on va accompagner et on va organiser nous-mêmes. On va un peu monitorer ça pour être sûr qu'elle ne passe pas à côté. Super. Alors, il y avait aussi un petit truc un peu, je dirais pas rigolo, mais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y avait, vous savez, aux États-Unis, il y avait les bébés robots. C'est les bébés qui pleuraient et régulièrement, c'était pour former les mineurs, soit à la grossesse, soit ne pas pas être enceinte. Est-ce que ça a disparu, ça, ou c'est ridicule, ou est-ce que c'est utilisé? J'en ai jamais entendu parler, moi, c'est drôle. Je ne Ah savais pas. bon, vous avez jamais entendu? Ouais, c'est trop vieux. Et donc il y a les bébés qui pleurent, donc les enfants les jeunes qui étaient un peu voilà un peu particulières ou qui avaient peut-être déjà eu ça, on leur donnait un bébé qui se met à tous les 3 heures il fallait le changer, il fallait la manger et donc pour dire que c'était pas un jouet un bébé quoi. Donc il y avait une D'accord. éducation comme ça. On a les Bon, poupées, quoi. On a les poupées qui pleurent et qui font pipi quand on est petite, hein, tout le monde a ça. oui mais Ça là reste c'est une enfin chorégraphie voilà. de la poupée, quoi. Donc c'était pas utilisé quoi. Mais c'est encore un coup des Américains. Euh, Voilà. Alors, oui, il y a tellement de questions que bon, on est obligé de s'arrêter. Mais j'avais une question quand même pour Carole. Donc, on a vu l'histogramme sur la fréquence des grossesses chez les adolescentes en fonction des pays. Évidemment, on a regardé la Roumanie et la Bulgarie. Est-ce que ça témoigne d'un problème culturel, éducatif ou un problème d'accès à la contraception, tout simplement? Et ben pour justement, oui, alors je pense que c'est intriqué en effet, mais justement pour avoir fait les consultations conjointement avec la Croix-Rouge roumaine en Roumanie, ben l'accès aux soins, ben, en tout cas dans les régions, dans la majorité des régions en Roumanie, en dehors des grandes villes, est extrêmement difficile et l'accès à la contraception du coup médicale est aussi très difficile et jugé aussi négativement au niveau culturel et social. Et moi, sur ma semaine de consultation là-bas, j'avais rencontré beaucoup de jeunes femmes qui, initialement, quand je leur demandais quel était le motif de la consultation, disaient oh bah je viens faire un petit check-up. Et au final, finissaient par me dire à la fin de la consultation, avant de partir, que en effet, si on pouvait discuter d'une contraception et si elle pouvait avoir un mode de contraception plus efficace, voilà. Donc je pense qu'en effet, c'est un petit peu des deux de nouveau. D'accord. Donc il y a cette dimension, oui, c'est vrai qu'en Roumanie, on a même, alors en Arménie, je sais pas, mais probablement, c'est à chaque fois qu'il y a l'accès à la contraception. En fait, dans ces pays-là, souvent la contraception, c'est l'avortement par le cytotec, hein, donc ok. Et alors, finalement, ça c'est un peu global, et après il y aura une deuxième partie extrêmement importante, que je passerai par la Carole, c'est euh, finalement, dans les maternités, alors il y a des maternités Trousseau ou spécifiques comme Jean Verdier, et ainsi de suite, où vous êtes des experts. Mais probablement, on peut être confronté, on va quand même pas transférer une jeune femme, ou à moins que vous pensiez qu'il faut les transférer, parce qu'elle a 15 ans. Et est-ce que il y a des recommandations, un peu des guidelines qui existent ou qui ont été diffusés ou qui ont été proposés. Sinon, bah moi je pense que bon, ça a sûrement été fait, mais bon, je n'ai pas regardé. Mais sinon, peut-être qu'il faudrait voir avec le collège, le CNGOF, pour le diffuser via le CNGOF. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça existe? Et malheureusement, je ne le connais pas parce que je suis trop.
Il y a OAG. une plaquette faite par la HS qui est extrêmement complète et claire et qui Ah, précise toutes les recommandations de suivi des jeunes filles mineures. super. Et vraiment très très bien faite, avec justement même les liens avec les associations, les adresses, et qui précise, cette plaquette est diffusée, elle est disponible sur le site de la l'HS et permet à toutes les Ouais. maternités, même celles qui ont moins l'habitude que nous, de suivre les femmes avec des guidelines très précises. Ah, donc ça serait... Oui, mais le problème de l'HAS sur d'autres sujets, c'est qu'ils font des documents de grande qualité, mais Ils ne sont pas la diffusés. communication et la diffusion, point de suspension. On est d'accord, parce que Ah, finalement, ouais, je l'ai découverte en repréparant ce topo, alors qu'on les appliquait parce que c'est des ouais. recommandations, voilà. Mais en réalité, cette plaquette, j'ai été effectivement surprise de ne pas mieux la connaître et qu'elle n'ait pas été envoyée à toutes les maternités. Elle est très, très bien faite. Donc je vais voir avec le collège pour voir si ça peut pas être diffusé via le collège. Bon, bah écoutez, merci de Elle est dans, l'information. dans ma biblio. Super. Bon, merci beaucoup. Bon, il y a encore plein de questions, mais bon, je suis obligé de passer la parole quand même maintenant à Carole parce qu'il y a encore une deuxième session qui va être passionnante, hein. Oui. Carole, à vous. Oui, donc on enchaîne sur cette deuxième partie et donc avec une quatrième présentation qui va porter sur la place de l'IMG dans ce contexte, donc sur la place de l'interruption médicale de grossesse. Et pour cela, on va écouter le docteur Ramet Rajak, qui est pédopsychiatre à l'hôpital Cochin au sein de la maison des adolescents, et également appelée maison de Solène. Je crois que vous êtes intéressé, vous avez travaillé au cours de votre parcours sur la question de l'interruption médicale de grossesse pour détresse maternelle psychosociale et qui peut être réalisée en effet de façon non rare chez les adolescents qui peuvent subir pour différentes raisons leur grossesse. Donc c'est ce sujet que vous allez nous présenter aujourd'hui. Oui, merci de cette invitation et de cette proposition. Alors, je m'occupe effectivement de la liaison périnatalité sur la maternité Port-Royal qui est sur le même site que l'hôpital Cochin. Et entre autres, je suis référente pour donner des avis au centre pluridisciplinaire du diagnostic prénatal auquel sont adressés les IMG pour détresse psychosociale, en général adressés par le planning familial. Alors, avant de vous passer mon diaporama, je veux vous mettre en immersion dans une situation clinique que j'ai rencontrée récemment, ce qui m'a permis d'avoir son autorisation de la présenter là aujourd'hui. Alors, bien sûr, je l'ai anonymisée. Et donc, pour se représenter aussi, mais les situations sont variées. La multicomplexité, souvent, qui est inhérente à ce type de situation et qui font que le planning familial va nous adresser ces situations sur la demande des jeunes ou des parents lorsqu'ils sont là. Alors, c'est une adolescence de 16 ans qui nous est adressée par le planning pour motif psychosocial. Et je la reçois seule, puis en deuxième partie avec sa mère qui est au courant, ce qui est rarement le cas hein, pour les ados qu'on m'adresse. Souvent, c'est moi qui ai à faire le lien avec les parents ou une personne de confiance dans un second temps. Au niveau de son mode de vie, elle a un frère de 10 ans. Alors, elle est enceinte de 22 semaines aménorrhées. Point important. Et vient de découvrir sa grossesse il y a quelques jours. Donc, c'est un cadre de déni partiel de grossesse. Et pour le coup, pour les IMG, pour détresse psychosociale chez les adolescents, alors moi, j'ai un biais de sélection, mais il est extrêmement fréquent dans la pratique clinique. On n'a pas de chiffres, mais qu'on soit dans des situations de déni partiel de grossesse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, selon les adolescentes, de signes cliniques de grossesse. Elles avaient leurs règles alors qu'elles étaient enceintes. Parfois, il y a quelques cas de dissimulation, mais dans son cas, c'était un déni partiel de grossesse et une découverte fortuite à partir de maux de ventre. Et donc, elle vit avec son frère âgé de 10 ans avec ses deux parents. Elle est scolarisée, ça se passe bien, elle est bien investie. Et ce qui est marquant dans le mode de vie, c'est qu'elle a un père qui souffre d'éthylisme chronique et qu'elle craint, dont elle craint beaucoup la réaction si il apprend qu'elle est enceinte. Il y a d'ailleurs une notion de violence verbale et physique, mais qui serait apaisée depuis que sa propre mère a porté plainte, et donc elle ne veut pas réenvenimer la situation, envenimer de nouveau. Elle n'a pas d'antécédents psychiatriques ni psychologiques personnels identifiés. Mais clairement, il y a une souffrance psychique qui semble ancienne, mais elle n'a jamais été suivie ni sur le plan psychiatrique ni psychologique. Et donc, le contexte de cette grossesse qui est issue
d'une ex-union avec un compagnon qui lui-même est décrit comme violent et la harcelant par réseau social. Ils sont séparés. Elle a eu un sentiment de honte. Au moment où elle a pris la grossesse, elle a aussi dissimulé ce fait. Et elle a un vécu très difficile avec des symptômes psychiatriques qui sont apparus depuis cette découverte, selon elle, avec des scarifications au niveau des cuisses, de la hanche et des poitrines. Il y a une notion lors de mon entretien que je repère de traumatisme ancien avec des attouchements subis par un collégien qui n'est pas son ex-compagnon. Sa mère, que je vois dans un second temps, me dit c'est difficile. Elle me dit là récemment, je ne la reconnais pas. Elle me dit qu'elle se sent violée dans son ventre tous les jours depuis qu'elle est enceinte et que c'est comme si il y avait un monstre à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, elle a pris des médicaments. Elle a fait une intoxication médicamenteuse volontaire pour arrêter sa grossesse. Et cela est contemporain d'idées noires qui sont apparues depuis qu'elle sait qu'elle est enceinte. Voilà, en entretien, elle est débordée sur le plan émotionnel et on travaille sur le fait de la réassurer, d'être contenant. Elle accepte d'ailleurs un suivi pédopsychiatrique, quelle que soit la suite. Et elle est dans l'incapacité de se projeter avec un bébé. Donc, je vous raconte pas tout de suite la suite, je vais le dire au fur et à mesure de mon diaporama. C'était la mise en bouche. Voilà. Donc, voilà, dans ce type de situation, on a dit oui, hein, avec une décision collégiale. Et donc, je fais un petit rappel du cadre légal qui peut faire que on peut, dans des situations où le délai légal de l'IVG a été dépassé en France, dans certaines situations exceptionnelles, donc quand notamment on reconnaît qu'il y a un péril grave pour la santé de la femme, et que ça peut résulter d'une détresse psychosociale qui n'est pas clairement définie. Ça peut être une situation de danger personnel, de violence, de difficultés psychologiques majeures. C'est pas forcément psychiatrique d'ailleurs, vous noterez, ou d'extrême précarité. Et c'est marqué ou d'extrême précarité, pas forcément et d'extrême précarité. Voilà, qui rend impossible la poursuite de la grossesse. Il y a cette possibilité-là de pouvoir faire une IMG pour détresse psychosociale. Alors c'est une question, vous voyez, qui est relativement nouvelle hein, au niveau des dates 2020. Ça a fait l'objet de vifs débats sur le plan éthique aussi. Et c'est une question où il reste beaucoup à structurer et à homogénéiser sur le territoire français dans les différents centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal qui sont effectivement les centres dans lesquels on prend ce type de décision. Euh, Sous un format collégial, là, vous voyez notre équipe à Fort-Royal. Et on doit informer toujours sur les différentes possibilités, notamment l'accouchement sous X aussi, la manière dont ça va se passer si on accepte et s'il y a un refus au niveau de la décision, on peut informer aussi sur l'orientation vers un autre CPDPN. Et parfois, les familles envisagent même et le disent d'emblée dans l'évaluation que si on dit non, elles iront à l'étranger pour faire cette intervention. Alors, la loi, vous l'avez vu, elle laisse un flou, peut-être pour laisser une forme de latitude et prendre en compte la singularité de chacune des situations. Et ce sont des situations où ça n'est jamais simple, où cette collégialité est extrêmement importante. On peut être aussi dans un paradoxe d'être pris dans l'urgence, puisque la grossesse continue, que la femme peut être en détresse, et donc on avance dans le terme. Si c'est accepté, on va arrêter le cœur du bébé et il y a un accouchement d'un fœtus qui est mort. Donc on doit informer de ça, et plus le terme avance, et plus le bébé, enfin le fœtus est gros, quoi. Dans les situations des adolescentes pour lesquelles il y a justement souvent un déni partiel, c'est d'autant plus compliqué qu'on soit dans cette urgence-là, parce que quand il y a une levée de ces dénis partiels, tout est décalé au niveau du temps pour pouvoir évaluer quelle est la mentalisation par rapport à une projection possible ou pas au niveau d'une poursuite de la grossesse. Donc, on est dans ce paradoxe-là de devoir prendre une décision urgente, mais qui va aussi pouvoir avoir un impact important. Sur le plan prédictif, il va falloir avoir une grosse intuition sur ce qui va être le plus protecteur pour l'adolescente
ou pas. Et avec le recul, je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de prédire vraiment comment ça va se passer, mais on pourra en discuter après. Il y a aussi un questionnement sur est-ce qu'il faut vraiment psychiatriser la question ou pas? Est-ce que c'est un avis psycho-psychiatre? Et c'est une question qui mélange parcours individuel, qui pose des questions sur le plan du parcours, comment la personne va réagir, mais aussi sur la vie de la société et comment les parents, les professionnels perçoivent les situations. Il y a peu de littérature sur le sujet, mais il y en a, notamment sur les motifs d'IMG qui sont souvent hétérogènes. Alors ça, c'est valable pour toute situation au-delà de l'adolescence. Souvent, les plannings pensent à nous les adresser quand il y a un antécédent de troubles psychiatriques et que la personne semble en détresse en face et qu'elle demande à arrêter la grossesse, qu'il y a un sentiment d'impasse. Dans les situations de viol, quand la grossesse est issue d'un viol, dans les situations de grande précarité, il y a clairement une surreprésentation des mineurs dans les demandes d'IMG, puis parfois aussi dans les situations de retard mental. Alors j'avais écrit un article, donc je vous ai mis là la petite photo aussi sur comment on mène l'entretien dans ce type de situation. Alors l'évaluation psy, elle est particulière justement parce que on n'est pas dans un cadre où il y a forcément des antécédents psy et la question, elle est souvent réactionnelle. La détresse, elle est réactionnelle à la situation. Donc, on va pas prendre en compte on va prendre en compte s'il y a des éléments psychiatriques, mais à contextualiser et savoir différencier la notion de vulnérabilité psychique, de trouble réactionnel et savoir s'il y a un risque de décompensation si on dit davantage si on dit oui ou davantage si on dit non. Alors, l'entretien pédopsie par rapport aux ados en particulier, ça va être un peu sous un format d'expertise moins directif pour permettre d'instaurer un climat d'écoute et une verbalisation spontanée. Par exemple, les éléments traumatiques tels que j'ai pu avoir ces 7 jeunes, je ne les aurais pas eus si ça avait été un interrogatoire quasiment policier. Faut être dans une posture d'écoute attentive, laisser des silences, faire attention à chaque mot qu'on emploie parce que si on parle de mère, si on parle de bébé, on est déjà nous-mêmes dans une projection. Donc c'est extrêmement compliqué. On est attentif à ne pas culpabiliser, à ne pas suggérer, ce qui est très compliqué. Et en même temps, on a l'injonction de devoir parler d'accouchement sous X et des différents chemins qui sont possibles. Par exemple, certaines ados vont dire, moi, c'est impossible de continuer la grossesse parce que je vais être à la rue ou je vais pas pouvoir être scolarisée. Et donc là, on va répondre si, il y a quand même la possibilité, si tu poursuis, il y a ces possibilités-là, mais sans être dans la suggestion. D'ailleurs, à chaque fois, je le précise à ces moments-là, que j'essaye de montrer que chaque chemin est possible, mais à chaque fois, ça peut être difficile, mais qu'elle sera accompagnée dans tous les cas. Et donc, on va explorer les réactions, le discours spontané et aussi les réactions face au premier mouvement du fœtus, le désir passé ou de future grossesse, avec l'idée aussi qu'il peut y avoir, si on accepte l'IMG, un vécu traumatique de l'intervention et un risque de réactivation de ce vécu traumatique lors d'une grossesse ultérieure. Savoir s'il y a un discours spontané auprès de l'enfant à venir, ou s'il y a une impossibilité de penser l'enfant, voire même une terminologie qui est totalement absente autour de la grossesse. On va évaluer aussi la contenance de l'entourage, le niveau d'isolement, le sens de ne pas dire, parce que beaucoup nous disent ne dites pas à mes parents, sinon ça va être pire, ou je vais me suicider, alors que on peut pas imaginer un ado, une mineure seule, accoucher comme ça dans ces conditions et revenir comme si de rien n'était, scolarisé à la maison. Voilà, ça c'est souvent une question que parfois je demande à réévaluer une deuxième fois. Souvent d'ailleurs, quand la famille est mobilisée, elle permet d'ouvrir des pistes et que l'adolescent n'aurait pas envisagé, et ce qui permet aussi d'influencer la décision, mais qui sera au plus proche aussi de sa réalité psychique, parce que parfois sa part dans la décision, elle est difficile à déceler par rapport à la part de la décision parentale lorsque eux-mêmes sont au courant ou lorsqu'ils ne sont pas au courant par rapport à ce que l'ado imagine. Voilà, donc souvent on décide sur un faisceau d'arguments, il n'y a jamais d'évidence et puis on fait un rapport détaillé. Ce qui peut nous aider, c'est par exemple quand l'âge gestationnel est proche de 16 semaines aménorrhées. Voilà, dans un extrême, ça peut être plus facile de s'imaginer comme une IVG tardive. Quand c'est proche du terme, avec une grossesse avancée, on peut imaginer une balance traumatique ou quelque chose du registre d'un déni ou d'une conduite à risque de type borderline. Voilà. La détermination ou l'absence totale d'ambivalence, le vécu difficile de la grossesse depuis l'annonce, comme ça a été le cas pour cette jeune, des réactions différées ou dissociées, des changements d'avis parfois lorsqu'on sort du déni et que les signes apparaissent,
voilà, qui peuvent, il faut être attentif au temps nécessaire. Par exemple, on a eu besoin il y avait une situation récemment, on a dit oui, ce qui a permis à l'ado d'avoir un vrai choix. Où elle a dit après, 3 jours après, bah finalement, comme je sais que ça c'est possible, mais finalement j'ai réfléchi, ça va être non, parce qu'elle avait vu plusieurs professionnels et qu'elle avait eu besoin de ce temps de cheminement. Il y a aussi celles qui savent ce qu'il faut dire pour avoir l'IMG, puisque elles ont pu le dire quand elles sont en détresse, et cette part d'authenticité. Bon, en général, quand on est jeune, on l'a, mais on essaye. Voilà, il y a une question là qui peut se poser sur ce qu'il faut dire pour que l'IMG soit accepté. Et puis il y a des situations où pour les professionnels on n'hésite pas, par exemple sur les situations de viol issues d'un inceste intrafamilial ou extra, c'est peut-être de la situation où il y a moins d'hésitation. Je ne sais pas si ça doit faire partie du faisceau d'arguments, mais nous dans notre équipe on peut pas s'en empêcher. On imagine parfois quel serait le devenir. On se met aussi à la place du bébé à venir lorsqu'il y a zéro investissement. Et parfois, on peut craindre aussi l'effondrement s'il y a un refus, alors que sur le moment de l'évaluation, l'adolescente exprime un peu d'ambivalence ou qu'on aurait plutôt envie de dire non. Voilà. Alors, dans la place de l'ado, dans la décision, il y a des adolescents les adolescents conjuguent avec la pression scolaire, sociale et familiale, contrairement aux adultes qu'on évalue. Là, il y a souvent ce que je disais de l'information à donner sur ce qui est réellement possible. Et dans les différentes voies dont elles n'ont jamais entendu parler, par exemple le SAMELI ou les centres maternels, même la représentation de ce qu'est une grossesse, c'est très difficile de se projeter. C'est une double crise identitaire à ce moment-là, quand elles sont enceintes, qui se profile. L'enjeu de la construction identitaire et l'impact, plus on est jeune et plus on vit quelque chose de manière traumatique, et l'IMG peut être vécu de manière traumatique, euh, eh bien, ça peut s'inscrire dans l'identité et se réactiver plus tard. Donc, on jauge toujours le pour et le contre par rapport à ça. On essaye de lire aussi les formulations paradoxales, parce que parfois les adolescents disent quelque chose, mais pour qu'on réagisse de manière autre qu'ils auraient pensé. Je pense aux ados qui ont des vécus d'abandon, qui ont subi des ruptures familiales et qui disent surtout ne dites pas à ma mère, alors qu'au contraire, elles auraient besoin que la mère, leur propre mère, se mobilise pour les aider. Et selon moi, avec le recul et avec les réflexions qu'on a avec les autres équipes, puisqu'on discute beaucoup, l'IMG, quand ça survient chez un ado, c'est presque un symptôme systémique. Chaque parcours est différent, mais ça vient interroger sur qu'est-ce qui se passe dans la famille. Dans la situation de l'ado que je vous ai présentée, ce qui a été important, c'est qu'on fasse un signalement pour elle, pour la protéger des violences du père, pour la protéger son frère, parce que tout le monde était terrorisé par la réaction du père. C'était pas tant la grossesse qui prenait toute la place, mais l'occasion de cette grossesse a donné l'occasion aux autres professionnels de se mobiliser, à demander une aide éducative, à la protéger et elle-même qu'elle puisse être suivie sur le plan pédopsie. Pour sortir d'un sentiment de parentalisation, voire de parentification dans cette situation. Rencontrer la famille pour éviter la condamnation familiale, comprendre le sens de cet appel systémique, et puis souvent déculpabiliser parce qu'il y a un sentiment de honte, de culpabilité, de transgression qui est fréquent et qui est pas forcément là où on le pense. Donc quand elle culpabilise, c'est intéressant d'avoir le maximum de récits autour de ça avant de déculpabiliser trop vite. Bien sûr, on va le faire après, mais de savoir sur quoi elle culpabilise. Parfois, c'est sur le fait d'avoir eu une relation hors mariage et pas forcément par rapport au fait d'être enceinte. Et donc là, pareil, travailler avec la famille permet d'y voir plus clair aussi en fonction de leur réaction. Et il n'est pas rare de voir aussi des répétitions transgénérationnelles avec une tentative probablement de réparation inconsciente de ce qui a pu se passer dans les générations ultérieures, des grossesses adolescentes aussi ou des accouchements sous X. Et parfois, être tombée enceinte est une manière inconsciente, Marcélie le dit aussi, de se séparer dans les familles qui ont des interactions un peu dysfonctionnelles, où il y a de la violence. Fonder sa famille est une manière est la seule manière de se séparer de sa propre famille où ça se passe mal. Et voilà, là aussi, ça va être un symptôme systémique. Ça n'empêche pas qu'on peut dire oui ou non à l'IMG ou voilà, informer sur l'accouchement sous X. Bah, souvent, je dirais, pour ces grossesses adolescentes, quoi, et dans les cas d'IMG en général, c'est le sentiment d'impasse partout
et avec un sentiment, la question de la réaction de tout le monde. Je vous parlais de la place des adolescents dans la décision, mais il y a aussi la place des parents dans la décision, la place des professionnels dans la décision, et chaque mot va avoir son importance pour ne pas pour protéger les jeunes. Je cite cette prophétie autoralisatrice du père d'une ado qui disait ah ben, il pensait toute sa vie, faudra y faire avec après que l'IMG ait été réalisé. Il y avait aussi besoin d'accompagnement pour pouvoir éviter ce type de paroles et l'accompagner de la bonne manière. Ou un autre qui disait, moi, c'était le papa de la jeune aussi, alors en tant que parent, qui disait l'accouchement sous X, ce sera impossible, mais il se projetait, c'était pas ce que sa fille disait. Parce que elle va reproduire un abandon alors que ma propre mère, moi je suis un enfant de la DAS et on ne peut pas reproduire ça dans la famille. Voilà, il y a aussi pour les jeunes qui demandent une personne de confiance sans mobiliser la famille. Parfois, la famille est loin au pays aussi. On a des jeunes qui sont placés à l'ASE. Et bien, on prend parfois le téléphone, on réfléchit ensemble pour savoir comment mobiliser, s'il faut mobiliser la famille ou pas. Parce que porter ce secret seul et adolescent toute la vie, c'est pas simple. La dimension transculturelle, elle est fréquente aussi. Hein. C'était pas le cas de la situation que je vous ai présentée. Mais certaines vont dire, mes parents ne vont pas comprendre. On est musulmans, je pourrais pas faire une IMG ni une IVG d'ailleurs, et donc on va utiliser plutôt de la médiation transculturelle pour sortir d'un sentiment de blocage. Voilà, et souvent l'impasse se résout quand la famille se mobilise. En tout cas, si on s'y prend de la bonne manière. Alors, je disais la place des professionnels, prendre en compte la dimension contre-transférentielle, c'est-à-dire notre propre réaction affective par rapport à ces situations. Parfois, tout est possible. Par exemple, même dans une extrême précarité, les mineurs non accompagnés, par exemple, avec la protection de l'enfance, on peut aussi poursuivre une grossesse comme on peut arrêter. Le trauma, donc, imaginer que tout est possible et pas ne projeter que notre propre avis et notre propre subjectivité vis-à-vis d'un adolescent, parce qu'on pourrait imaginer qu'un adolescent forcément ne peut pas poursuivre une grossesse, ou une adolescente qui a une grossesse issue d'un viol ne pourrait pas poursuivre sa grossesse. Tout est possible, on pourrait l'arrêter du moment qu'on l'accompagne, comme on pourrait poursuivre et prendre en compte son propre trauma vicariant, c'est-à-dire lorsque les ados nous racontent quelque chose de difficile, quelque chose de traumatique, on peut nous-mêmes, en tant que professionnels, être bloqués dans la pensée, se dire c'est pas possible alors que c'est une idée qui nous appartient. Donc l'idée de la collégialité, de prendre en compte notre propre part de subjectivité, elle est extrêmement importante. On peut nous-mêmes en tant que professionnels avoir des convictions religieuses ou dans l'autre sens être engagé, être dans le militantisme. Et voilà, on prend des décisions collégiales en ayant un peu de recul. Nous, dans notre équipe, on est plutôt consensuel, mais on s'entend très bien. C'est important aussi d'avoir cet esprit d'équipe. J'ai bientôt fini. Là, je vous ai mis juste une référence d'un article que j'avais écrit sur une situation de mineur non accompagné qui avait finalement qui avait décidé de poursuivre sa grossesse qui était issue d'un viol. Et ça a été compliqué, hein. Ça a été on l'a suivi dans notre équipe pendant plusieurs années par la suite. Alors parce que parfois je suis dans une position de donner des avis au CPDPN, mais j'ai toute une autre équipe à la Maison de Solène qui peut continuer à suivre la situation pour dissocier les choses. Et elle a pu le renommer, le réaffilier. Elle était issue d'une famille angolaise, famille matrilinéaire, où l'oncle maternel a plus d'importance que le père géniteur. Alors néanmoins, il a fallu traiter son propre trauma, bien sûr, par rapport au viol. Et puis elle avait trouvé la stratégie de dire à son enfant que elle était la sœur et c'était la famille d'accueil la femme de la famille d'accueil qui avait été identifiée comme mère et elle voulait lui dire une vérité plus tard. Voilà, ça j'ai déjà dit. Je pense que je dépasse peut-être un peu mon temps. Donc, quand même d'un point de vue très concret, je dirais que pour les grossesses adolescentes en général, mais aussi dans les situations d'IMG, être dans une continuité de pensée de ces ados, être dans des équipes qui sont dans une continuité de pensée, si on ne peut pas être à tous les étages au niveau de l'accouchement, c'est extrêmement important, ça les rassure.
Quand elles accouchent seules dans ces situations-là, on sera dans une situation de deuil. C'est important qu'elles se sentent, voilà, accompagnées particulièrement en salle d'accouchement. Pour la jeune que je vous ai présentée tout à l'heure, sa propre mère ne pouvait pas être là parce qu'elle était terrorisée par le fait que son mari allait découvrir le fait que sa fille était à la maternité si Madame se rendait pas au travail. Eh bien, on a fait en sorte de bricoler quelque chose pour que au téléphone elle puisse être présente. Et moi-même, je suis allée la voir en salle d'accouchement et l'assistante sociale aussi. Aider les équipes qui connaissent, voilà, chacun des étages, qui connaissent pas forcément ce qui s'est passé de manière antérieure, de comprendre et de prendre en compte leur propre réaction contre-transférentielle dans ces situations-là. C'est pas les mêmes équipes qui décident et celles qui vont réaliser et celles qui vont suivre après pendant l'hospitalisation. Et puis savoir différencier la tristesse réactionnelle du deuil normal et le deuil pathologique dans les situations d'IMG après que ça se soit déroulé. Parfois, on a des jeunes qui disent qu'ils étaient pourtant, pouvaient pas imaginer autre chose. Une fois que ça s'est passé, elles peuvent dire, j'ai tué un bébé. Pour d'autres, ça peut très bien se passer. Enfin, très bien. J'en sais rien parce qu'on n'a pas suffisamment le recul, mais en tout cas, il n'y a pas de réaction immédiate de ce registre-là. Et il y en a d'autres qui vont trouver une manière, avec l'aide des professionnels, de passer ça de manière plus contenante. Il y en a une, par exemple, qui disait, je l'ai nommé, j'ai raconté une histoire de ce qui allait se passer. Ouais, je conclurai sur les perspectives de recherche. Je pense que vous l'avez compris, on n'a pas beaucoup de recul. On part du constat aussi qu'il y a les équipes ont besoin de parler entre elles dans les centres pluridisciplinaires, dans les différents centres de France, et on a envie de lancer avec notre équipe à Port-Royal une étude multicentrique pour l'instant que on a soumis à des appels à projets, à la fois avec un volet quantitatif et qualitatif, avec l'idée de faire des focus group de professionnels et aussi des entretiens semi-directifs auprès des femmes, mais ça va pas être auprès des jeunes filles, des femmes et des jeunes filles. Ça, c'est pas évident parce qu'il y a des questions de consentement, de comité d'éthique avec chaque et des questions transculturelles aussi. Et il faut pas, surtout pas les exclure. Parfois, on a tendance à exclure des études alors que c'est là qu'on en aurait besoin. Voilà pour ces situations-là. Donc, je m'arrêterai là. Je vous ai mis quelques éléments de biblio sur la fin du diapo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, en effet très détaillée, mais aussi très vivante ouais, de cette question qui est délicate, mais essentielle à avoir. Et du coup, on va enchaîner sur la dernière présentation. Et donc, les questions, on les fera à la fin de façon groupée. Et donc, maintenant, nous allons écouter une dernière présentation qui porte sur le devenir de ces adolescentes qui sont devenues mères et ainsi que le devenir de ces nouveau-nés et enfants de mères adolescentes. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir Madame Paula Norval et Madame Anastasia Schuperka, qui sont respectivement coordinatrices et psychologues dans un centre SAMELI, c'est-à-dire service d'accompagnement des mères lycéennes. Elles vont nous expliquer en quoi consistent précisément ces centres, quels sont les rôles à ce niveau-là et surtout nous partager leur expérience de terrain sur cette question donc du devenir des adolescentes devenues mères et de leurs enfants. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Ouais, super. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter notre intervention intitulée Quel est le devenir des adolescents devenus mères et de leurs enfants? Donc, moi, je suis Anastasia Superclap, psychologue chargée de mission parentalité et périnatalité au SAMI. Donc, je suis Paula Norval, je suis la coordinatrice scolarité insertion au SAMI de Paris. Donc, voici le plan de notre intervention, disponible si besoin. Nous allons aborder ces thématiques de manière progressive. Donc, l'objectif de notre intervention, c'est de vous présenter les réalités, les difficultés des adolescentes enceintes scolarisées, de mettre en lumière les enjeux complexes entre parentalité précoce et parcours scolaire, et enfin de sensibiliser aux obstacles spécifiques liés à la précarité et l'isolement de ces mères adolescentes. Donc, avant d'aborder les différents contextes sociaux qu'on observe chez des jeunes femmes qu'on accompagne, on trouvait c'est important de présenter brièvement le dispositif dans lequel nous intervenons. Donc, le SAMILI, Service d'accompagnement des mères lycéennes, est porté par l'association PEP 75. Il a été créé en 2013 et il a pour objectif de soutenir les collégiennes et les lycéennes enceintes ou jeunes mères afin de prévenir le décrochage scolaire et de favoriser l'exercice de leur parentalité. Donc, les missions du SAMLI s'articulent autour de trois grands axes. Donc, tout d'abord, l'idée est de prévenir le décrochage scolaire en enlevant les freins à la poursuite de la scolarité des jeunes femmes
et surtout en faisant valoir leurs droits. Ensuite, l'idée est aussi de lutter contre l'isolement social et l'exclusion. On essaie de créer des espaces de rencontre et d'échange entre les jeunes femmes. Et c'est dans cette optique-là que nous organisons régulièrement des ateliers collectifs, comme des ateliers thématiques, des groupes de parole et encore des séjours. Enfin, l'idée est aussi de soutenir ces jeunes femmes-là dans la construction du lien mère-enfant à travers un accompagnement psychologique qui peut être proposé pendant la grossesse ou après l'accouchement. Donc aujourd'hui, le dispositif il est implanté dans 6 départements et sur chaque territoire, une équipe est composée d'un binôme psychologue, coordinatrice, scolarité et insertion. Et on est sous la responsabilité d'une chef de service référente pour 2 départements. Donc, on va vous présenter quelques chiffres qu'on a fait remonter en 2024. En 2024, nous avons accompagné 276 adolescentes au niveau régional, avec une moyenne d'âge à l'entrée du dispositif qui est de 17,4 ans. La tranche d'âge des accompagnements est de 13 à 22 ans. Parmi elles, 54% sont mineurs, ce qui implique des enjeux particuliers en termes de protection d'autorité parentale et de continuité scolaire. 49% à l'entrée du dispositif sont en décrochage scolaire ou déscolarisés depuis moins d'1 an, avec 75% à la sortie en insertion. Près de la moitié, 67% sont issus de filières professionnelles, notamment dans le soin, l'aide à la personne ou la petite enfance. Donc, avant d'aborder les aspects psychiques et la parentalité de ces adolescentes, il nous semble important de replacer ces situations dans leurs contextes sociaux, tels que nous l'avons observé au SAMELI. Donc, on a des cas de figure qui ne sont pas une représentation générale. Donc, on a souvent des jeunes femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales, des violences sexuelles, et aussi qui ont un parcours d'exil qui les fragilise énormément. Pour les jeunes femmes qui sont placées sous la protection de l'enfance, elles doivent investir leur grossesse avec un isolement affectif. Pour celles qui sont au domicile familial, elles sont souvent dans des positions ambivalentes, tiraillées entre leur place d'adolescente, mais leur rôle de mère. Pour celles qui vivent dans des logements instables et très précaires, elles sont rapidement soumises à des responsabilités d'adultes, mais avec un manque de repères très important. On a aussi des mineurs étrangères isolés qui représentent un profil important de notre accompagnement, qui sont loin de leur famille, avec une impossibilité de pouvoir inscrire les rituels culturels ou familiaux qui entourent la maternité dans leur culture d'origine. Et en fait, c'est vraiment ce terrain-là qui est déjà très vulnérable que s'enracinent les jeunes femmes qu'on accompagne. Concernant la scolarité, pour beaucoup d'entre elles, le décrochage commence avant la grossesse, soit lié à des ruptures de parcours ou des orientations par défaut. Notre intervention est essentielle avec la grossesse ou après la naissance, car elles vont être confrontées à un parcours discontinu et ou une pression institutionnelle. Il est compliqué parfois pour les jeunes, mais aussi pour les établissements scolaires, de pouvoir penser à lier scolarité et maternité. On peut leur imposer un arrêt de scolarité sans solution adaptée à leur situation. Elles rencontrent alors une rupture d'orientation, des absences régulières liées soit à la réalité tout simplement de changements du quotidien liés à l'arrivée de leur bébé ou une absence de mode de garde. Le travail de la coordinatrice est essentiel dans le soutien des jeunes pour faire valoir leurs droits et de pouvoir avoir un temps de présence auprès de leur bébé après la naissance, mais aussi avant l'arrivée du bébé afin de préparer l'arrivée. Beaucoup d'entre elles aussi sont très soucieuses de leur scolarité, ce qui fait que la maternité est une préoccupation secondaire. Les démarches administratives sont ce qui alourdit davantage les situations, particulièrement pour les adolescentes mineures étrangères qui n'ont pas accès aux droits sociaux et qui doivent choisir souvent leur orientation en fonction de leur maternité, mais aussi de leur démarche administrative et leur situation irrégulière.
La lourdeur de ces situations administratives renforce leur dépendance aux services médico-sociaux. Donc, en synthèse, quand on regarde leur trajectoire dans l'ensemble, la grossesse de ces adolescentes scolarisées survient dans un contexte de précarité, d'isolement social et de repères familial très fragiles. L'annonce de la grossesse, qui est souvent un moment charnière, parce qu'elle peut entraîner une rupture brutale avec le milieu familial et donc sans solution immédiate d'hébergement. Ces situations ajoutent une charge émotionnelle et matérielle lourde alors que la grossesse n'est pas encore pleinement investie. Les chiffres qu'on observe au SAMELI illustrent bien cette bascule au moment de l'entrée, avec 51% de jeunes femmes qui sont au domicile et 15% sont maternelles, et en sortie, seulement un tiers sont encore au domicile et 38% en centre maternel. Donc, les adolescentes ont besoin d'un cadre soutenant qui est central non seulement pour les aider à devenir mères, à se reconstruire, mais aussi à être dans un environnement sécurisant pour elles et l'enfant. Ok, donc il nous a paru également important de parler du vécu psychique de la grossesse de ces jeunes femmes-là, car cela permet d'adapter notre accompagnement à leurs besoins réels qui sont souvent très complexes et peu visibles. Donc la grossesse n'est pas vécue de manière uniforme, elle est marquée par des expériences qui sont très diverses et parfois contradictoires. Chez certaines, la grossesse peut être déniée, comme s'il ne faisait pas totalement partie de leur réalité, ou au contraire, elle peut être idéalisée, rêvée comme une solution à un projet. D'autres jeunes femmes la vivent de façon plus banalisée, presque comme un événement secondaire face aux nombreuses difficultés sociales qu'elles rencontrent. Ce vécu est souvent tenté par un manque de projection dans l'avenir lié aux préoccupations concrètes et immédiates. Les conditions de vie précaires, le logement instable, les ruptures familiales. Donc leur histoire personnelle, parfois marquée par des carences affectives, des violences, des ruptures, influence fortement la manière dont elles se représentent cette grossesse. Pour certaines, cette grossesse est un moyen de valoriser leur identité. Ça peut être un signe d'utilité, de reconnaissance sociale ou d'entrée dans l'âge adulte. Pourtant, cette étape, elle est aussi très ambivalente sur le plan affectif. Elle peut susciter à la fois de la fierté, de la joie et de l'espoir, mais aussi des peurs, de la culpabilité et beaucoup d'incertitudes psychiques. Enfin, cette expérience reste souvent très solitaire. Il y a peu de jeunes femmes qui les entourent qui sont dans la même situation qu'elles. Le regard social devient de plus en plus pesant et il y a aussi un sentiment d'illégitimité qui apparaît, ce qui renforce ainsi l'isolement de ces jeunes femmes-là et leur vulnérabilité psychique. Donc, il nous a paru aussi important de reparler du fait que cette période-là de grossesse correspond à une double transition majeure, celle de devenir adulte et de devenir parent. Et cette double transition implique des changements profonds sur le plan psychique et identitaire. On observe souvent au SAMI ce que Bidlowski appelle une transparence psychique accrue, c'est-à-dire les jeunes femmes sont particulièrement sensibles à leurs émotions, à leur passé et à leurs doutes, qui peuvent ressurgir de manière plus intense à ce moment-là. Et donc, cette vulnérabilité psychique les expose à un risque encore plus élevé des troubles dépressifs, notamment pendant la grossesse et en postpartum. Et ces troubles peuvent avoir des répercussions importantes non seulement pour la mère, mais aussi pour le bébé et donc sur la dynamique familiale. Et c'est pourquoi on trouve qu'un accompagnement psychique adapté est indispensable et qui combine à la fois un soutien émotionnel et un travail sur les représentations maternelles pour aider ces jeunes femmes-là à construire une image positive et réaliste de leur maternité. Mais malheureusement, ce qu'on observe aussi, c'est que ce n'est pas toujours facile à ramener ces jeunes femmes-là à bénéficier de ces accompagnements. Les freins sont nombreux. Encore une fois, le sentiment d'illégitimité, la peur du jugement, la méconnaissance de ressources ou encore une méfiance envers les professionnels. Donc, toutes ces fragilités psychiques que je viens d'évoquer ont un impact direct sur le lien mère-bébé qui peut se révéler fragile, voire insécure dans certains cas. On observe souvent chez ces jeunes femmes-là un style parental qui peut être qualifié de rigide et opératoire. Elles peuvent avoir des gestes assez stéréotypés envers les enfants, parfois déconnectés des besoins affectifs du bébé, et le langage qui est adressé à l'enfant est souvent pauvre ou centré sur les aspects pratiques. Le lien mère-enfant peut être également fragilisé par des attentes qui sont irréalistes envers le nourrisson, une difficulté également à décoder ces signaux ou encore une méconnaissance des besoins spécifiques de tout petit. Cela peut donc se traduire de la part de la mère
par un retrait affectif, par peur de faire mal ou au contraire en surinvestissement anxieux. Donc, tous ces maladresses relationnelles ne traduisent pas un manque d'amour, mais bien une insécurité ou une méconnaissance de code de la parentalité qui sont souvent liées à leur propre histoire et à leur propre attachement. Un autre phénomène qu'on observe assez souvent au SAMU, c'est celui de l'hyperadaptation du nourrisson. Donc, l'enfant qui, face à une insécurité ou à une imprévisibilité de la mère, peut ajuster son comportement pour maintenir le lien, au prix parfois de ses propres besoins. Et cela peut avoir des effets à long terme sur le développement de l'enfant, avec des risques accrus des troubles d'attachement, des troubles psychomoteurs ou encore des troubles de comportement ultérieurs. Mais quand même, ce qui est essentiel de rappeler, c'est que ce qu'on observe au quotidien, c'est que ces jeunes femmes-là ne sont pas moins capables d'être mères que d'autres. Elles ne manquent ni de potentiel ni de désir de bien faire. Ce qui fait défaut souvent, c'est l'environnement qui n'est pas contenant ou l'étayage qui n'est pas suffisant. Donc, elles disposent des ressources et des potentialités réelles, mais qui nécessitent d'être reconnues, soutenues et accompagnées pour se déployer pleinement. Et cet accompagnement-là peut prendre plusieurs formes. Par exemple, un accueil en centre maternel constitue un cadre sécur pour la mère qui lui permet à la fois d'avoir un soutien sur la parentalité, sur l'insertion sociale, mais aussi un étayage psychique. Il existe d'autres dispositifs du droit commun qui sont tout aussi déterminants, comme par exemple des consultations PMI, des réseaux périnataux, des dispositifs d'accompagnement à la parentalité, des soutiens au domicile, etc. Et au-delà des professionnels, c'est aussi l'entourage familial ou amical qui peut également jouer un rôle protecteur dès lors qu'il est soutenant et valorisant, ce qui permet à la jeune femme de se sentir reconnue et légitime dans sa fonction parentale. Ces jeunes mères-là donc ont des ressources nécessaires. Il s'agit simplement de leur donner de l'espace, le temps et la confiance pour les faire émerger. Donc, une fois mère, pour ces jeunes femmes-là, on sait déjà que pour poser un cadre, alors pour tout adulte, poser un cadre, c'est compliqué. Mais quand on est adolescente et que nous-mêmes, encore dépendantes et fragiles, c'est un défi qui est assez majeur. Donc, on rappelle à quel point il est important pour un enfant, dès les premières années, d'avoir un cadre, un cadre symbolique, affectif, mais aussi où les places sont clairement définies. Donc, la place du parent et la place de l'enfant. Euh, pour celles pour qui la grossesse arrive dans l'idée de recevoir un amour inconditionnel, une réponse à un vide affectif à cause de leur carence affective, les moments du développement où l'enfant est dans l'opposition testent le cadre et une étape qui les déstabilise énormément. Enfin, les nouvelles difficultés qu'on rencontre et qu'on observe est liée au moment de la fin des prises en charge ASE, des hébergements et des aides sociales. Euh, c'est de nouveau un entre-deux précaire, de nouvelles pressions liées à ces décisions et des choix qui sont lourds et qui peuvent bousculer de nouveau leur équilibre qu'elles avaient tenté de construire. Donc, il peut être aussi, bah, est-ce que je peux continuer ma scolarité? Est-ce que, après le bac, par exemple, ou est-ce que je dois aller travailler? Et donc, ces choix rappellent toute la complexité qui est bah, de leur contexte de vie. Et donc, pour conclure, la grossesse à l'adolescence constitue un moment de vulnérabilité majeure où s'entremêlent des enjeux identitaires, sociaux et psychiques. À cet âge charnière, la jeune mère est confrontée simultanément à la construction de sa propre identité d'adulte, mais aussi à son identité parentale. Et à l'émergence, donc tout cela complexifie son parcours et ses ajustements. Donc, on a bien vu que l'environnement, qu'il soit familial, scolaire, institutionnel ou social, joue un rôle très déterminant pour elle. Ça peut être un soutien ou va fragiliser et aussi renforcer les compétences parentales ou aussi accentuer les vulnérabilités. La scolarité pour ces jeunes femmes, ça représente un facteur qui est important, un facteur protecteur important qui aussi apporte un dynamique de projet, de socialisation et d'autonomisation. Le travail transversal entre les professionnels est également un levier essentiel. Elle permet de garantir un cadre cohérent et sécurisant pour les jeunes mères et son enfant, en évitant les ruptures et les contradictions dans les messages ou les pratiques d'accompagnement.
Mais cette prise en charge-là trouve aujourd'hui une limite temporelle importante, celle de 3 ans de l'enfant. Et ces enjeux-là appellent donc à une réflexion collective sur les relais à mettre en place au-delà de ces 3 premières années pour poursuivre l'accompagnement des jeunes mères et de leurs enfants dans la durée en tenant compte de l'évolution de leurs besoins. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On va du coup enchaîner sur les questions. Alors au niveau du chat, déjà sur la présentation du docteur Rajak, j'avais vu, j'avais vu une question en effet qui est intéressante et que moi je me pose assez régulièrement aussi au quotidien en garde, mais bon, je ne sais pas si vraiment il y a une réponse unique, mais au niveau de l'hospitalisation des femmes enceintes, quand il y a une hospitalisation justement pour raisons médico-psychosociales, c'est vrai que le lieu de l'accouchement et le lieu d'hospitalisation est souvent discuté entre la pédiatrie, la pédopsychiatrie ou en maternité. Je ne sais pas si il y a une meilleure façon, une meilleure solution. Oui, effectivement, on va faire au cas par cas. Chez nous, en tout cas, on hospitalise à un étage différent de là où elle pourrait croiser les mères qui accouchent d'un bébé vivant, en fait. On protège de ça. On Oui. fait attention à pas trop psychiatriser quand il n'y a pas lieu de trop psychiatriser. Déjà, hospitaliser les ados en urgence en pédopsychiatrie, c'est quasiment impossible. On manque vraiment de lits partout. Donc voilà, ce serait très compliqué, mais ce sont des situations exceptionnelles. Donc si vraiment on avait une femme en détresse qui menace de se suicider, je pense qu'on arriverait à négocier en passant par les chefs de service. Dans ma pratique clinique, pourtant j'en vois régulièrement. Hein. J'ai jamais eu à hospitaliser une ado pour ces questions-là. C'est pas simple d'hospitaliser les ados. On les isole de leur famille aussi. Donc faudrait que ce soit sur un faisceau d'arguments avec une famille qui est pas du tout contenante. Alors que là, comme dans toute situation potentiellement traumatique, retrouver une continuité entre l'avant et l'après et un environnement qui soit chaleureux, familier, ça peut être extrêmement important. Et à l'hôpital, voilà, ça va être plutôt sur un faisceau d'arguments, un cumul de vulnérabilité. Voilà, je dirais, sur Oui, différents aspects de la question. Ok, merci beaucoup. Et en dehors d'un contexte d'urgence psychologique ou psychiatrique, à votre avis, c'est quoi le plus opportun pour justement une hospitalisation dans le cadre d'une adolescente, d'une enfant, enfin qu'on pourrait en effet hospitaliser initialement en pédiatrie, mais qui est enceinte. Enfin, est-ce qu'il faut tendre à l'hospitaliser plutôt dans un milieu normalisé par rapport à sa grossesse et donc en maternité, ou justement prendre en compte ce côté spécifique de cette grossesse et donc essayer de l'hospitaliser plutôt côté pédiatrie. Bah, ça dépend du motif. Si c'est en pédopsychiatrie, il faut qu'il y ait un motif du registre de la santé mentale, quand même, qu'il y ait une dépression, qu'il y ait du trauma, qu'il y ait de l'anxiété non gérable en ambulatoire. Il m'est arrivé, je vais être bref parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps, mais il m'est arrivé d'hospitaliser. La seule situation où j'avais hospitalisé en urgence un week-end, j'étais d'astreinte un vendredi soir, je suis restée jusqu'à 21h, c'est une ado qui était venue sans rendez-vous enceinte. Elle venait accompagner sa copine et finalement, en allant aux toilettes, elle dit, en fait, je suis enceinte et c'est une grossesse issue d'un viol. Donc, branle-bas de combat, j'étais interne. J'appelle les parents, fallait les prévenir. Eux, ils étaient totalement sidérés. J'ai négocié avec ma chef de service qu'on puisse la prendre en hospitalisation pour se poser, en fait, pour se poser, pour penser. Et on a libéré un lit sur le week-end chez nous, mais c'est vrai que j'avais envisagé en médecine interne parce que Cochin, c'est un hôpital d'adultes, donc on n'a pas de lit direct de pédiatrie. Enfin, on bricole à ces moments-là, quoi. En fonction, si on sent qu'on est dans l'impasse, qu'on a besoin de temps, effectivement, n'importe où, du moment que c'est contenant et que l'équipe est prête à accueillir. Voilà. Et puis sinon, en fonction d'un motif très précis, si c'est physiquement, si la personne, si l'ado n'est pas bien, ça va être pédiatrie. Sinon, si c'est la santé mentale, la pédopsychiatrie, quoi. Ok, merci beaucoup. Et dernière question pour vous. Vous avez parlé plusieurs fois de déni partiel. Alors, comment on définit un déni partiel ou un déni de grossesse?
C'est très simple. Alors, ceci dit, il n'y a pas de consensus, hein. On a écrit un autre article avec qui est paru d'ailleurs dans Gynéco-obstétrique Sénologie et fertilité, une étude qualitative faite par une sage-femme dont j'avais supervisé le mémoire sur et c'était, il y avait vraiment aucun consensus sur la définition du déni, mais globalement enfin dans la littérature, mais concrètement, un déni total, c'est quand on le découvre sur la fin de la grossesse qu'on est enceinte. Femme qui arrive aux urgences, et puis alors sur le moment même, ça paraît quasiment magique. Tous les signes, même le ventre peut grossir sur le moment. J'ai déjà vu de la découverte de la grossesse. Déni partiel, c'est quand c'est avant Ok. ce terme de la grossesse, mais qu'on n'a pas de signe physique que le fœtus, l'embryon, s'est logé collé à la colonne vertébrale. On le voit pas. Il y a pas, il y a des règles. Il y a pas de nausée, aucun autre signe. C'est une absence de mentalisation, quoi. C'est vraiment du déni inconscient avec plein de profils très différents qui sont possibles, hein, avec une interdiction inconsciente à tomber enceinte, avec un phénomène dissociatif corps et esprit. Ok, ça marche. À ne pas confondre avec dissimulation de grossesse, où là, il y a conscience d'une grossesse, mais on dissimule les signes parce qu'on n'ose pas le dire aux parents, etc. Oui, ok. Merci beaucoup. Et une question peut-être pour du coup bon, soit Madame Choperka, soit Madame Norval. J'ai vu que du coup dans les SAMELI, les jeunes femmes étaient prises en charge s'il y avait eu une scolarisation dans l'année passée. Est-ce que vous avez eu le cas d'adolescentes qui du coup ont été accueillies dans votre centre et justement votre accueil et votre accompagnement a permis la rescolarisation suite voilà peut-être à l'aide que vous avez pu leur faire. Euh, alors, déjà, il faut savoir que notre accompagnement, il est basé sur de la libre adhésion. Ça veut dire qu'on les accompagne uniquement quand elles souhaitent continuer la scolarité ou reprendre une scolarité. On est spécifique au fait qu'elles soient... Quand il y a... Quand c'est une reprise de scolarité, il faut qu'elles aient un numéro INE, parce que nous, ça demande beaucoup de travail de faire cette démarche-là. Donc, effectivement, une fois qu'elle est déjà, enfin, elle a déjà été scolarisée une fois dans l'année, c'est plus facile de pouvoir faire du lien avec les partenaires d'insertion, type CIO, CIEJ, etc., et les accompagnent dans ces inscriptions-là que quand elles n'ont pas du tout été scolarisées, notamment pour les mineurs non accompagnés, les mineurs étrangères. Quand j'avais jamais eu de scolarisation auparavant sur le territoire, c'est hyper compliqué. Donc, c'est déjà arrivé pour répondre à la question. Oui, on a déjà réussi à rescolariser des jeunes femmes avec tous les documents nécessaires et les partenaires qu'on trouve pour accéder en tout cas à cette scolarité. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, complètement. Ok. Génial, merci. Et une autre dernière petite question au niveau de la place des potentiels pères ou conjoints, est-ce que comment Ouais. comment ça se passe? Alors, c'est un accompagnement qui est spécifique aux mamans, Oui, mais effectivement, pour celles qui sont toujours en couple avec le père, on les implique dans les entretiens qu'on a en individuel avec elles, concernant les projets de vie, concernant le soutien aussi qu'elles ont au niveau de leur parentalité. Et puis voilà, c'est vraiment effectivement dans le discours, dans le soutien, dans ce que aussi lui il est scolarisé et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer tous les deux dans leur parentalité. Mais ils n'ont pas d'accompagnement de notre part, en tout cas directement lié à leur scolarité. Mais ils sont impliqués dans le discours. oui. Voilà. Et dans votre expérience, c'est plutôt fréquent qu'ils soient présents, donc, ou plus fréquemment ils sont absents du coup de la vie de ces jeunes femmes. On a des cas différents. Du coup, il y a une partie des jeunes femmes qui ont des grossesses qui sont issues des viols, Oui, où là, effectivement, la présence de père est indiscutable. Mais on a de plus en plus de jeunes femmes quand même qui ont des compagnons qui sont présents, ils sont en couple, mais ils sont souvent quand même séparés, ils n'habitent pas dans le même endroit parce que si ce sont des jeunes femmes mineures, ils vont rentrer dans les centres maternels, on ne peut pas accueillir en couple. oui. Voilà. Donc voilà, ils sont souvent quand même séparés.
ils n'habitent pas ensemble. On a de plus en plus des femmes qui ont des compagnons qui sont présents et qui s'impliquent aussi dans l'éducation de l'enfant. Ok, eh bien, merci beaucoup. On va peut-être conclure du coup, si personne d'autre a de questions. Voilà, on vous remercie encore tous pour vos interventions et ce qui a permis un bel état des lieux du diagnostic de ces grossesses, au suivi de ces grossesses, à l'accouchement et puis après, en effet, à l'accompagnement un petit peu psychosocial et psychologique de ces femmes et jusqu'à l'après de ces grossesses particulières. Nous, de notre côté, on va réaliser un 3e webinaire de cette série à la rentrée, donc à la rentrée scolaire en septembre, qui portera sur l'image corporelle chez les adolescentes. Ce sera donc le 3e webinaire de cette série sur la santé sexuelle chez les adolescentes. Voilà. Merci encore à tous pour vos participations et à bientôt du coup.